Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de cette nouvelle édition de Sénat 360. 11 jours pour relever le défi du climat. À l'ouverture de la COP21, François Hollande a appelé les 150 dirigeants du monde entier réunis au Bourget à ne pas décevoir un immense espoir. Ils doivent trouver ce qui serait le premier accord universel contre le réchauffement climatique. Le coût des mesures de sécurité post-attentat réévalué à 815 millions d'euros. Ce montant correspond au total des amendements déposés par le gouvernement dans le projet de loi de finances qui est débattu cet après-midi au Sénat. Le montant avait été estimé à 600 millions d'euros dans un premier temps. Décryptage et analyse dans un instant. Comme tous les lundis, rencontre avec un sénateur. Cette semaine, nous vous emmenons à Orchy dans le Nord, chez le socialiste Dominique Bailly, un maire bâtisseur qui nous dira aussi ce qu'il pense de l'initiative des quotidiens La Voix du Nord et Nord-Éclair qui ont décidé de prendre position contre la présidente du Front National, Marine Le Pen. Et je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à nos débats, vous pouvez le faire sur Twitter via le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, nos journalistes en duplex, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat et Jérôme Rabier en direct du Bourget. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de retrouver nos journalistes, c'est donc un jour historique pour l'avenir de la planète. Pour la première fois, les pays sont invités à adopter des engagements contraignants pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, en partie responsables du réchauffement climatique. Écoutez à ce propos François Hollande, le chef de l'État, qui s'est exprimé ce matin. Pour résoudre la crise climatique, je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Nous ne pouvons plus considérer la nature comme un vulgaire et inépuisable réservoir de ressources destiné à notre seul et plein accomplissement. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont deux grands défis mondiaux que nous devons relever. Parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. Vous l'avez entendu, le sommet du Bourget apparaît donc comme le sommet de la dernière chance pour trouver un accord contraignant pour sauver la planète. Cécile Sixou. Deux hôtes, François Hollande et Ban Ki-moon, et un balai de voitures officielles. Barack Obama, Angela Merkel, Xi Jinping. Jamais la France n'avait accueilli autant de dirigeants internationaux. 150 chefs d'État et de gouvernement réunis au Bourget pour donner le top départ de la COP21. Après l'hommage aux victimes des attentats, des prises de parole millimétrées, 3 minutes chacun, avec un objectif, trouver un accord sur le climat. Dans 11 petits jours, nous devons parvenir à un accord climatique universel et ambitieux. Et il devra faire en sorte qu'à l'horizon 2100, la température du fait des émissions de gaz à effet de serre ne s'élève pas de plus de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100, voilà l'objectif des négociations, une opportunité historique pour le secrétaire général de l'ONU. Un élan politique comme celui-ci pourrait ne jamais se renouveler. Vous avez entre vos mains le pouvoir d'assurer le bien-être de cette génération et des générations à venir. Échaudés par l'échec de Copenhague en 2009, les climatologues ont tiré la sonnette d'alarme. La COP21 est le dernier arrêt avant le désastre et c'est bien le caractère contraignant de l'accord qui va se jouer à Paris. En coulisses, le marathon des négociations a commencé pour les 195 pays présents. Délégués, journalistes et observateurs, au total 40 000 personnes sont attendues dans les travées du parc des expositions. Et on va tout de suite retrouver Jérôme Rabier en direct du Bourget. Bonjour Jérôme, alors quelle est un peu l'ambiance sur place et que faut-il retenir des premières interventions des chefs d'État ce matin ?
Alors Delphine, ce matin, c'est un véritable ballet diplomatique auquel on a assisté, avec pas moins de 150 chefs d'État reçus en personne par François Hollande. Mais ça, c'est la partie visible de l'organisation, car le gros du travail, c'est l'accueil de 40 000 personnes ici, sur ce site du Bourget. Des délégations internationales venues de 190 pays sont arrivées ou sont attendues dans les prochaines heures. 3000 journalistes sont également accrédités pour cet événement planétaire. Toutes ces personnes, sans exception, ont dû passer la sécurité, une sécurité drastique, digne d'un aéroport international, une sécurité placée sous l'égide des gardes des Nations Unies. Alors après avoir passé ces contrôles de sécurité, tout ce petit monde a pu suivre les discours des principaux dirigeants. Et là, tout le monde s'est un peu figé devant les écrans de télévision pour écouter attentivement ces discours. L'ambiance ici, elle est un peu à l'image de ces discours graves quand il s'agit d'évoquer la situation de la planète et la nécessité d'un accord d'ici 11 jours, mais également plein d'espoir quand on voit toutes les initiatives qui sont présentées sur les différents stands présents ici au Bourget, comme sur le pavillon France situé juste derrière moi. Espoir et attente forte d'un accord. Voilà un peu le résumé de cette ambiance pour cette journée d'ouverture de la COP21 ici au Bourget. Merci beaucoup Jérôme pour toutes vos explications. On vous retrouve dans une demi-heure. Alors on a entendu François Hollande et je vous propose à présent d'écouter Barack Obama, le président des États-Unis, conscient du rôle que doit jouer son pays dans les négociations, suivi de la déclaration du président chinois. Comme l'un des gouverneurs des États-Unis l'a lui-même dit, nous sommes la toute première génération à avoir déclenché ces changements climatiques, mais nous risquons d'être la dernière à pouvoir faire quelque chose pour faire changer les choses. Je suis ici en ma qualité de dirigeant de l'une des plus grandes économies du monde, de l'une des plus grandes économies émettrices, et je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source de ce problème. Il va de notre responsabilité d'y remédier. La conférence de Paris, ce n'est pas notre destination, c'est au contraire notre lieu de départ, un point de départ très important où les efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques pourraient nous permettre de réfléchir à l'avenir de la gouvernance mondiale, à la manière de bâtir une communauté d'un avenir partagé pour l'humanité. Et on poursuit à présent notre multiplex. Vous le savez, c'est le principe de cette émission. On retrouve d'ailleurs Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre premier invité, Tam, le sénateur socialiste Jean-Yves Leconte, car il faut dire que l'examen du projet de loi de finances pour 2016 se poursuit en ce moment même dans l'hémicycle et c'est les crédits immigration qui vont être bientôt débattus. Oui, tout à fait. Jean-Yves Leconte va porter la voix du groupe socialiste lors du débat dans quelques minutes sur les crédits immigration, asile, intégration. Alors, un amendement du gouvernement prévoit donc la mise en place de 5000 postes supplémentaires, 13 millions d'euros de plus dans le budget de l'année prochaine, essentiellement pour sécuriser les frontières. Déjà, est-ce que ça vous paraît suffisant, Jean-Yves Leconte ? Par rapport aux besoins qui ont émergé après les attentats de cette année et finalement les manques encore de coopération européenne en la matière, c'est important de trouver les moyens de réagir rapidement. Donc c'est important d'être capable d'avoir ces postes, tout en sachant que la vraie réponse elle est européenne, mais qu'aujourd'hui on doit prendre des dispositions par nous-mêmes tant que les autres pays européens ne nous suivent pas, en particulier sur la sécurisation de la zone Schengen. Alors sur les 13 millions, effectivement, il va y avoir environ 12 millions sur le contrôle des frontières. Il y aura un peu moins d'1 million sur l'intégration. L'intégration, c'est vraiment plus la priorité dans ce climat, dans ce contexte post-attentat sécuritaire. C'est indispensable. C'est indispensable parce que si ce n'est pas sur ça que le gouvernement met l'accent. Oui, mais si on considère aujourd'hui qu'effectivement il y a des manques et ils sont avérés en termes de coopération européenne, de capacité d'échanger des données et de sécurisation de la zone Schengen, c'est évident qu'il faut mettre quelques moyens de sécurité sur les frontières. D'autant plus que les frontières françaises, terrestres, elles sont toutes Schengen. Donc ça veut dire que si on estime qu'il faut les contrôler aujourd'hui... Il faut entièrement revoir Schengen pour vous ? Il est clair qu'il faut sécuriser la zone. C'est-à-dire, il est clair que, pour moi,
idéalement, il faudrait pouvoir, à l'entrée et à la sortie des zones Schengen, faire systématiquement un contrôle biométrique. Ça permettrait de faire en sorte que des dispositions qu'on a prises, en particulier en termes d'interdiction de sortie du territoire, de surveillance des personnes à l'entrée et à la sortie de la zone Schengen, soient correctement faites, d'ailleurs comme dans tous les pays sérieux. Quand vous prenez les États-Unis, le Brésil et énormément de pays du monde, vous avez un contrôle biométrique à l'entrée et à la sortie. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Alors on reste sur le budget de l'année prochaine et plus largement le pacte de sécurité et son financement. Alors la semaine dernière, Michel Sapin parlait de 600 millions d'euros supplémentaires et aujourd'hui on parle de 815 millions. Est-ce que c'est le début du grand dérapage? Bon, écoutez, c'est quand même le début du grand dérapage, non. Je rappelle qu'un point de PIB, c'est 20 milliards. Donc on en est quand même. On oui, n'est même on dit pas. Que c'est 0,15% du budget de l'année prochaine. C'est même pas 0,5%. Mais néanmoins, c'est 5% d'un point de PIB. C'est plus de 100 millions par rapport à la semaine dernière. Oui, mais si vous voulez, l'important, c'est effectivement d'abord de ne pas tout mettre sur la sécurité. Effectivement, il faut parce que tous les budgets sécuritaires n'y feront rien si toutes les personnes qui vivent et ont le droit de vivre en France et sont étrangères, systématiquement, on leur renvoie leur identité étrangère. Alors effectivement, il n'y a plus de politique d'intégration, il y aura de la désintégration. Et à partir de là, effectivement, on fragilise le pacte national et la capacité finalement des gens en France, des gens de vivre en sécurité en France. Donc c'est important d'en mettre aussi sur d'autres sujets. Mais 800 millions, c'est énorme, mais en même temps, c'est pas un dérapage en soi. L'important, c'est qu'effectivement, les gens se sentent en sécurité et soient en sécurité et puissent effectivement développer leur activité économique le mieux possible. Et c'est indispensable. Merci beaucoup Jean-Yves Leconte d'avoir répondu à nos questions. On a compris, vous ne voulez pas que la sécurité se fasse au détriment de la solidarité et aussi de la tradition d'accueil de la France. Merci beaucoup Tam. Alors vous le disiez justement avec votre invité, les mesures de sécurité annoncées par le gouvernement après les attentats vont coûter plus cher que prévu. Elles ont été réévaluées à 815 millions d'euros. Explication Aurélien Romano. À l'unanimité, la Commission des finances a adopté la mission sécurité, un amendement du gouvernement au projet de loi de finances correspondant aux engagements de François Hollande devant le Congrès le 17 novembre. Dans cette mission, 3150 emplois supplémentaires pour la police et la gendarmerie dès 2016, 1300 emplois pour la justice, aussi bien les services judiciaires que la pénitentiaire, et 500 postes supplémentaires pour le renseignement. La majorité de droite au Sénat soutient ces dépenses, évaluées à près de 800 millions d'euros, mais se montre vigilante à ne pas faire déraper les déficits. Ce que l'on demande, nous, c'est plutôt qu'on ne fasse pas du déficit supplémentaire ou de la dette supplémentaire, mais qu'on consacre à la sécurité, à la défense, les 500 ou 600 millions d'euros en prenant sur d'autres chapitres budgétaires. On peut faire le pacte de sécurité sans remettre en cause le pacte de stabilité économique. Pour la présidente de la Commission des finances, le dépassement est très minime. On dépasse très peu. En fait, je pense que quand le président a annoncé pour cette affaire qu'il y avait un pacte de sécurité qui était à ses yeux important, et il savait bien que la somme ne serait pas énorme, et c'est un pourcentage très minime. Autre point, la nécessité de rapidité du recrutement de ces renforts. Ces mesures sont nécessaires, donc nous les adopterons bien évidemment. Après, charge à l'État de faire en sorte que, ces crédits budgétaires soient utilisés le plus rapidement possible. Recruter les gens, c'est une chose, mais il faut ensuite les former, les équiper, les envoyer sur le terrain. Tout ça va demander du temps. Il faudra 6 mois à 1 an, suivant les postes, pour que tous ces effectifs soient opérationnels. Et on va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, on vient de le voir, les sénateurs sont donc contraints de réexaminer la mission sécurité, alors que Bercy a réévalué le coût des mesures de sécurité post-attentat, on l'a dit, à 815 millions d'euros. Alors où en est-on dans la discussion, Saveria? Eh bien Delphine, les sénateurs viennent tout juste d'adopter ce budget sécurité. Alors vous le disiez, ce budget arrive dans un contexte bien particulier, un contexte que nous connaissons, et le gouvernement a déposé la semaine dernière un amendement qui a été donc adopté à l'unanimité par la Commission des finances, et cet amendement, eh bien, il traduit les nouveaux moyens annoncés par François Hollande au lendemain des attentats. Michel Sapin avait donc annoncé que ces mesures représentaient 600 millions d'euros supplémentaires sur le budget 2016. Ce matin, le ministère a donc corrigé sa copie, et c'est 815 millions d'euros qui sont en fait nécessaires pour financer la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de nos frontières. Bercy a en fait rajouté les 100 millions d'euros nécessaires aux opérations extérieures au Sahel, en Irak et en Syrie. Alors concrètement, l'amendement
amendement du gouvernement prévoit la création de plus de 3000 emplois en 2016, mais au total, ce sont 5000 postes qui seront créés d'ici 2 ans pour l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur. Ces moyens sont destinés à la lutte contre la radicalisation, le contrôle des armes et l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Un dernier mot, Delphine, selon le ministre des Finances, Michel Sapin, qui avait dans un premier temps parlé d'une possible dégradation du déficit public. Ces dépenses nouvelles ne remettront pas en cause les engagements budgétaires de la France vis-à-vis de Bruxelles. Merci beaucoup Saveria. C'est l'heure à présent de votre rendez-vous hebdomadaire, rencontre avec un sénateur. Nous sommes allés à Orchy, commune du nord de la France, dans les pas du sénateur maire, le socialiste Dominique Bailly. C'est un reportage de Flora Sauvage. Passionné de sport, Dominique Bailly suit de près l'équipe professionnelle de basket de sa ville qui évolue en Pro B. Il y a 10 ans, tu étais en National 3. Alors c'est le petit jeune orchésien qui a bien grandi. Et on délirait toujours en disant on va t'emmener, je vais t'emmener en Pro B. Ben, il y est en Pro B. Hein, c'est une belle aventure qu'on avait fait. Très belle aventure. À Orchy, le sénateur maire a fait construire le Davo Pével Arena, un complexe sportif d'une capacité de 5000 places. Un pari réussi dans une petite ville de 8500 habitants. C'est un plaisir énorme quand on a une salle qui est pleine quasiment à chaque match. On est poussé, on est porté par ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, le club de basket d'Orchy compte 1200 abonnés, mais cette salle accueille aussi des grandes manifestations ou des concerts, avec notamment l'Orchestre national de Lille. C'est dans cette salle, quel que soit son milieu social, on partage un moment. Je dis souvent, c'est un moment de bonheur. Et c'est aussi important dans la vie. Dominique Bailly souhaite aussi que l'équipe professionnelle de basket s'investisse dans la vie du département. Chaque mercredi, il y a un entraînement qui est réservé à ce que j'appelle un entraînement citoyen. Donc ils vont dans les villages envoisinants. Car l'éducation est l'une des priorités de Dominique Bailly, élu sénateur en 2011 et maire depuis 10 ans. On a la plus grande école maternelle du département. On a une forte demande parce que, premièrement, on est bien placé au niveau géographique entre Lille, Valenciennes, Douai. Et puis aussi parce qu'il y a une qualité de vie. Monsieur le directeur, bonjour. Dans cette école, comme dans toutes les classes élémentaires d'Orchy, on est équipé de tableaux interactifs depuis la rentrée 2014. Un outil pédagogique qui a vite été adopté par les écoliers. Classe les animaux à l'intérieur et ensuite on y mettra les étiquettes. On sait bien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle ce fameux ascenseur social, il a du mal à franchir quelques étages. Donc de redonner à chacun la possibilité de s'insérer dans ce dispositif républicain qu'est l'éducation nationale, voilà, c'est comme une chaîne, la municipalité, l'école primaire, c'est un maillon essentiel. C'est pour ça que voilà, on met des moyens. Coût global pour équiper toutes les classes d'Orchy de tableaux interactifs, 50 000 €. Un coût en partie financé par la réserve parlementaire de Dominique Bailly. Mais Orchy est aussi une ville dynamique qui attire les jeunes et les moins jeunes. Ce qui a conduit le maire à construire de nouveaux logements. On a une forte demande des populations, des jeunes couples, des jeunes familles qui veulent s'installer. Vous avez les clés alors? Bonjour. Ici, ce sont 19 logements qui viennent d'être construits, spécialement réservés aux seniors. Avec l'afflux des nouvelles populations et surtout des jeunes couples, la moyenne d'âge, elle baisse, mais il y a aussi, on est vraiment dans l'intergénérationnel. Ce sénateur-maire met l'accent sur les échanges intergénérationnels. Fils et petit-fils de mineurs, le socialiste Dominique Bailly garde de son père le goût du collectif et l'attention aux autres. J'ai toujours des paroles de mon père qui me disait « lorsqu'on descend, seul on n'est rien ». Parce que c'est une équipe, c'est une collectivité au fond, et il faut toujours savoir comment se situe l'autre, dans quel état d'esprit il est, parce qu'il faut être ensemble pour travailler. Et ce collectif, ce vivre ensemble qu'on décline, bon, j'y étais attentif. Un vivre ensemble que Dominique Bailly tente de conjuguer au quotidien dans sa ville d'Orchy. Dominique Bailly, bonjour. Bonjour. On vient de le voir dans ce reportage, vous avez l'image d'un maire bâtisseur. Est-ce que c'est une image que vous assumez? Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est aussi le rôle des élus locaux de pouvoir apporter à ses concitoyens des structures. Alors après,
Et c'est le point d'équilibre. Si je construis une grande salle à 5000 places, on peut dire c'est un peu démago. Non, c'est pas démago parce que ça répond à une demande, à une histoire, à un vécu et puis aussi à l'avenir. Est-ce que ça vous a été reproché un peu cette folie des grandeurs Quand on construit une salle de 5000 places dans une ville de 8500 habitants, il y a des commentaires ou des interrogations. Elles peuvent d'ailleurs être justifiées. Mais pourquoi? C'est parce qu'on savait très bien que ça allait réussir. Et d'ailleurs, ça a réussi. Et puis, au-delà du sport, il y a aussi l'organisation d'autres manifestations. Je crois que c'est toujours le point d'équilibre qu'il faut trouver. Sur les retombées, justement, économiques, est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous espériez? Oui, parce que d'abord, la construction de cette salle, mais d'autres structures comme le centre culturel ou des logements, ça crée de la richesse localement. Ça sauvegarde des emplois et puis aussi ça crée des emplois. Cette salle, il y a à peu près une vingtaine d'emplois qui ont été créés, le club de basket professionnel, mais aussi sur la maintenance, sur l'entretien. Donc vous voyez, on est dans on parle souvent de croissance, on parle souvent de développement économique, il faut que chacun s'y mette. On sait que ça a été un peu difficile aussi de convaincre les agriculteurs de prendre un peu de terrain chez eux. Alors comment ça se passe maintenant? Écoutez, on a travaillé avec le monde agricole bien en amont des projets. On a expliqué le projet municipal, la cohérence, et puis aujourd'hui, tout se passe tout à fait normalement parce qu'il y a le respect du monde agricole, bien sûr, et puis il y a aussi la volonté de pouvoir développer la ville. Donc ça se passe vraiment en bonne harmonie. Autre aspect qui est développé dans le reportage de Flora Sauvage, c'est cet aspect aussi utilisation de la réserve parlementaire, grâce à laquelle vous avez pu financer des tableaux interactifs. Alors finalement, vous qui êtes questeur du Sénat, est-ce que cette réserve parlementaire, il faut la conserver ou la supprimer? Alors, écoutez, cette question, elle est lancinante. Moi, je pense que quand la réserve parlementaire, elle va en direction de projets locaux. Vous savez, la réserve parlementaire, c'est des dizaines et des dizaines de tableaux interactifs dans tout le secteur de l'APV et de l'arrondissement de Douai. Je crois qu'il faut beaucoup plus de transparence, il faut beaucoup plus de clarté, mais qu'à un moment donné, ce sont quand même des fonds qui permettent, surtout dans des petites écoles, à avancer et à se structurer. Donc on peut moi, je suis favorable à ce que la réserve perdure. Ouais. Mais comment faire taire les accusations de clientélisme qu'elle peut générer? Écoutez, c'est dans la transparence. Moi, ma réserve parlementaire, à chaque fois qu'il y a une action où tout est fléché, tout est rendu public, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de clientélisme. J'en viens maintenant à votre mandat de parlementaire, de sénateur. Ici, on sait que, on l'a dit, vous êtes questeur. Demain sera publié pour la première fois le tableau d'activité des sénateurs. Ça fait partie de la réforme mise en place par Gérard Larcher. Qu'en attendez-vous à titre personnel? Écoutez, je pense qu'il était tout à fait normal de répondre aux interrogations de nos concitoyens. C'est l'évolution de la société. Le Sénat a pris, d'ailleurs dans la continuité de la présidence de Jean-Pierre Bel, avec le nouvel exécutif et le président Larcher, nous avons continué dans ce sens. Et tout ce qui permet de faire tomber les fantasmes des uns, des autres, les parlementaires qui ne travaillent pas, on s'aperçoit qu'ils travaillent, les parlementaires. On s'aperçoit qu'ils sont ils sont aussi présents dans l'hémicycle, dans les commissions. Et ça, c'est bien. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Il y a des effets positifs, notamment de la part des citoyens. Est-ce que le regard sur le Sénat a changé depuis la mise en place de la réforme? Déjà, de dire qu'il y a une réforme au Sénat, c'est déjà un premier point. Alors après, il faut que cette réforme s'appuie sur le quotidien, sur le réel. Et oui, il y a des retours qui sont intéressants. Il faut continuer. Il faut que vous puissiez aussi communiquer dans ce sens. Je crois que là aussi, c'est un travail collectif qu'il nous faut mener. Mais ça va dans le bon sens. Dominique Bailly, vous êtes candidat aux élections régionales. Vous êtes sur la liste socialiste dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc vous êtes sénateur et maire. Un siège à la région vous en conduira à faire des choix. Alors quel serait le mandat que vous allez sacrifier si vous êtes élu? Alors, je ne pourrai pas vous répondre puisque ça va dépendre effectivement des résultats de l'élection régionale. Et puis, à chaque moment de la vie publique, de son engagement, on a des choix à faire. Quand j'ai été élu sénateur, j'ai abandonné mon mandat de conseiller régional puisque j'ai été pendant plus de 10 ans conseiller régional. Donc, vous voyez, c'est une institution que je connais. Donc là, je vous donne rendez-vous au 13 décembre. Oui. On sait que Marine Le Pen est très haut dans les sondages à une semaine du premier tour. Que pensez-vous de l'initiative des quotidiens à La Voix du Nord et de Nord-Éclair qui ont pris parti contre le Front National? Est-ce que c'est à la presse d'avoir ce type d'attitude? Je ne sais pas si la presse a pris parti. Elle a mis sur la table et sur le devant de fortes interrogations. Je pense que c'est normal que la presse informe, communique.
Vous savez, le dimanche, c'est-à-dire il y a 2 jours, enfin non, hier, il y avait quand même un sondage qui paraissait à la une de La Voix du Nord, puisque vous citez ce quotidien, qui est fortement contesté sur sa méthode. Donc vous voyez, il faut faire attention, là aussi il faut trouver le point d'équilibre. Que la presse donne l'information sur le programme du Front National, bah oui, ça me semble aussi important. Je pense qu'on n'a pas été, et dans cette campagne en particulier en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, au fond des choses. On a fait un débat, Pierre de Saint-Ignon, Marine Le Pen et Xavier Bertrand, et on a bien vu qui connaissait les dossiers, qui était de la région, qui voulait travailler pour la région. Malheureusement, il n'y a eu qu'un débat. On sait que la question aussi du Front républicain ne fait pas l'unanimité chez les socialistes dans le Nord. Daniel Le Percheron propose une union des élus républicains pour faire barrage au Front National. Vous, quel est votre sentiment? Moi, je crois qu'il faut d'abord attendre le vote de nos concitoyens. Vous savez, on est aujourd'hui dans des commentaires avant le vote. Enfin, c'est quand même, c'est réaliste. Alors, on nous parle de sondages, les sondages disent ben voilà, ça va se passer comme ça, et nos concitoyens n'ont pas encore voté. Je crois qu'au soir du premier tour, d'abord, ce sera d'abord le rassemblement de toutes les forces de gauche. Et moi, je suis sûr que les forces de gauche rassemblées seront au-dessus du score de Xavier Bertrand. Et après, chacun se déterminera par rapport aux résultats, par rapport au rapport de force. Mais enfin, c'est quand même incroyable que nous n'avons pas encore voté, on vote dimanche prochain et on nous dit déjà, mais qu'allez-vous faire? Attendons. Ouais. Dominique Bailly, on a vu aussi dans le reportage, petit-fils, fils de mineur, Marine Le Pen qui serait présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est impossible pour moi. C'est impossible parce que le Front National ne peut pas représenter l'histoire de cette région. C'est l'exclusion en permanence, c'est la provocation en permanence. C'est vrai que certains de nos concitoyens, malheureusement, sont aujourd'hui attirés par ce vote, mais parce que nous n'avons pas été au fond des programmes. Et pour moi, ce serait un désastre pour ma région. Je le vis, mais vraiment d'une manière émotionnellement très fort, très fort, très fort. C'est pas possible que Marine Le Pen soit présidente de la région. Il reste encore une semaine. Il faut se battre. Et comme j'ai dit hier dans plusieurs réunions, vous savez, une élection, on peut la comparer à un match de basket en particulier. Jusqu'au buzzer, il faut y aller et on peut gagner. Et moi, je suis sûr qu'on va gagner. Par rapport aussi à la remarque que vous nous faites sur La Voix du Nord, on commence à voir des réactions du monde économique, du monde sportif, du monde culturel. Ben, j'espère que ces prochains jours vont être déterminants et que le vote de dimanche prochain, il y aura un sursaut républicain. Ouais. Merci Dominique Bailly. On accueille à présent Alex Darmon pour un portrait un peu décalé. Bonjour Alex. Non, il ne faut jamais se méfier avec moi. Vous allez voir, je suis très très gentil. En tout cas, je suis content d'être sur ce plateau. Je trouve qu'il y a un climat apaisé. En pleine COP 21. La semaine prochaine, le climat sera peut-être un peu plus tendu au lendemain des élections régionales. Mais aujourd'hui, on va parler de vous, Monsieur Bailly. Vous êtes né à Lens. Oui, et très fier. Ah ben, je comprends, Lens c'est bien sûr le Louvre maintenant, mais c'est aussi et surtout le Racing Club de Lens. Oui. Et son stade Félix Bollaert, je n'ai jamais été. Vous êtes supporter, je crois, Monsieur Bailly, du Racing Club de Lens. Oui, mais c'est dans la lignée, la tradition qu'évoquait à l'instant votre collègue. Vous chantez donc la chanson de Pierre Bachelet, hymne du club. Au nord, au nord, les corons, oui. Et c'est vrai qu'à chaque mi-temps, là aussi, il y a les frissons qui parcourent. Voilà, je suis très sensible à ça, à mon histoire. Alors tellement supporter que pour connaître votre âge, il suffit de regarder le maillot que les joueurs professionnels du club vous ont offert. Regardez. Et ce maillot, c'est pour mes 50 ans. Les joueurs de l'équipe professionnelle, il y a de ça 5 ans maintenant, m'ont offert ça parce qu'ils savent que je suis un passionné et un supporter. Eh oui, ce maillot, on vous l'a offert pour vos 50 ans. Je ne les fais pas, mes 50 ans. Ah non, mais vous ne faites même pas 55 ans. Vous voyez, je suis fort en calcul mental. Vous êtes fan de football, tellement fan de foot que je suis obligé de vous poser la question, à vous, l'homme politique, est-ce que vous seriez un jour candidat à la présidence de la FIFA, pardon? Si j'avais un peu de temps, pourquoi pas? Parce que je crois que là, il y a vraiment du boulot à faire. Et d'ailleurs, ici au Sénat, malgré mes responsabilités de questeur, je vais trouver le temps d'animer un groupe de travail sur la gouvernance du football professionnel, parce qu'on le voit de la FIFA à la fédération ou à la Ligue, il y a vraiment du boulot à faire. Mais ce serait un beau challenge, ça me plairait bien. Eh bien, je vous accompagnerai, je serai vice-président. Alors, le foot, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, comme dirait ma mère. Non. Il y a la politique aussi. Vous êtes maire de la ville d'Orchy depuis 2005. Vous êtes élu pour la première fois sénateur en 2011. Oui. Et comme tout nouvel élu, tous les journalistes veulent savoir quelles ont été vos premières impressions
Regardez, une jeune journaliste à l'époque vous avait posé la question. Ah bon? Quelle a été votre première impression ici quand vous êtes arrivé au Sénat? Écoutez, vous êtes au cœur de la République et puis ce palais du Luxembourg est chargé d'histoire, donc on arrive et on est rempli d'émotions. Eh oui, rempli d'émotions, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser en revoyant ces images. Vous étiez jeunes et fous à l'époque, tous les deux, depuis beaucoup de temps ont passé, 4 ans. Et après votre arrivée depuis 4 ans, Monsieur Bailly, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que quand vous venez le matin au Sénat, vous avez toujours l'impression d'être au cœur de la République? Toujours. Toujours? Toujours. Comme là, je suis arrivé il y a 1 heure et quand je pénètre dans ce palais et que je vois cet hémicycle, vraiment, je suis impressionné encore impressionné de cette responsabilité de parlementaire. Mais vous avez été candidat aussi aux élections législatives à l'Assemblée nationale. Quelle est la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale alors? Alors c'est vrai que j'ai été candidat aux législatives, mais je pense que j'aurais eu la même remarque et la même émotion si j'avais eu la chance d'être élu député. Je crois que parlementaire, on est quand même au cœur du dispositif républicain. Il faut trouver là aussi le point d'équilibre entre un mandat d'élu local et puis faire les lois. Bon, voilà, moi je le ressens fortement, quoi. Et depuis 2014, au Sénat, vous êtes l'un des 3 questeurs. Alors, le questeur au Sénat, c'est celui qui est en charge de la gestion financière et de l'administration intérieure, un rôle très important. Mais lorsqu'on est questeur dans l'opposition, est-ce que sincèrement on prend des décisions ou on se plie au bon vouloir du président Larcher, par exemple? Non, le conseil de questure, c'est 3 élus, avec mes 2 collègues, nous prenons les décisions. On vous écoute? Bien sûr, puisque le président Larcher nous écoute, puisque c'est nous qui avons la responsabilité de gérer l'institution, bien sûr avec lui, ensemble, mais ça se fait vraiment dans un bon point d'équilibre aussi, et questeur de l'opposition. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. C'est 3 groupes politiques, les 3 groupes politiques les plus importants qui sont en responsabilité. Voilà. Très bien. Et bien en tout cas, Delphine, peut-être qu'au Sénat, on travaille main dans la main et c'est tout le temps l'unité nationale. Il y a des périodes comme ça pour l'unité nationale, mais il peut y avoir aussi des revendications fortes et des clivages forts. C'est ça aussi la République. Merci Monsieur Bailly. Merci à tous les deux. Il est 17h passé de 2 minutes sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. 11 jours pour relever le défi du climat. À l'ouverture de la COP21, François Hollande a appelé les 150 dirigeants du monde entier réunis au Bourget à ne pas décevoir un immense espoir. Ils doivent trouver ce qui serait le premier accord universel contre le réchauffement climatique. Feu vert du Sénat au budget sécurité post-attentat. Il a été réévalué à 815 millions d'euros. Ce montant correspond au total des amendements déposés par le gouvernement dans le projet de loi de finances, adopté donc cet après-midi par le Sénat. On en débattra avec nos invités dans un instant. À 6 jours du premier tour des régionales, les quotidiens La Voix du Nord et Nord-Éclair prennent position contre le Front National. Ils expliquent pourquoi une éventuelle victoire de Marine Le Pen les inquiète. Hervé Favre, éditorialiste politique à La Voix du Nord, sera l'invité du face-à-face dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner aujourd'hui jusqu'à 18h30, nos journalistes en duplex, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat et Jérôme Rabier en direct du Bourget. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour ouvrir notre multiplex, on va retrouver Jérôme Rabier en direct du Bourget. Alors, c'est le premier jour donc, de l'ouverture de la COP21. Jérôme, on a vu les grandes déclarations ce matin. Fini les bons sentiments, a dit François Hollande. Est-ce qu'il y a déjà quelques cailloux dans les rouages vers un accord dans 11 jours ? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a quelques cailloux. Pour l'instant, le moment fort, vous l'avez dit, c'était le discours de François Hollande. Tout le monde ici, dans les différents halls qui composent ce village de la COP21, s'est figé pour écouter sagement ce discours inaugural. Et l'ambiance ici, un peu à l'image de ce discours, grave quand il s'agit d'évoquer l'état de la planète et du nécessaire accord à trouver, mais aussi plein d'espoir quand il s'agit d'évoquer les initiatives présentées ici dans les différents stands des ONG et des pays, comme sur le pavillon France qui se situe juste derrière moi. D'ailleurs, sur ces stands nationaux, on a vu défiler des chefs d'État. On a aperçu Angela Merkel, la chancelière allemande, ou encore Dilma Rousseff, la présidente brésilienne. Également Recep Tayyip Erdogan, le président turc, bien présent malgré une actualité internationale chargée. Alors des chefs d'État qui resteront aujourd'hui, peut-être pour certains demain,
demain, mais qui laisseront ensuite la place aux négociateurs pour rentrer dans le vif du sujet, car il s'agit bien ici de trouver un accord historique pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup Jérôme. On retrouve à présent Tam Tranui dans notre multiplex. Tam, vous êtes toujours en direct de la salle des conférences du Sénat avec le sénateur Richard Yung. C'est à vous Tam. Oui, Richard Yung, la droite sénatoriale a voté tout à l'heure massivement pour les crédits sécurité dans le budget de l'année prochaine. Les sénateurs ont rangé leurs réflexes politiciens au placard. Alors c'est l'unité ou est-ce que c'est que la gauche pratique une politique de droite ? Votre question est un peu biaisée, si je puis me permettre. Nous nous retrouvons... C'est ce que dit la droite, en tout cas, qui sont très satisfaits par les mesures et que c'est ce qu'ils auraient fait. Et nous sommes très satisfaits par le fait que la droite vote les crédits et l'amendement qui a été présenté par le gouvernement, puisque le gouvernement a présenté un amendement de 347 millions supplémentaires avec 4000 postes et des crédits de fonctionnement et d'équipement des forces armées, des forces de police et des forces de gendarmerie. Et pour vous suffisant, ça correspond aux nouveaux besoins avec la nouvelle donne sécuritaire après les attentats du 13 novembre ? C'est évident que ça suit les attentats récents, mais c'est aussi dans le cadre de la remontée du nombre de policiers et de gendarmes. Je rappelle quand même que la droite l'avait diminué de 12 000 policiers en moins. Nous l'avons remonté de 4 000. Oui, on doit revenir bientôt à la situation d'avant. On remonte progressivement pour retrouver le niveau d'avant, ce qui est tout de même pas un objectif irréalisable. J'espère qu'on va y arriver. Donc moi, je me réjouis plutôt qu'il y ait un accord des deux côtés, enfin l'unanimité même. Michel Sapin, la semaine dernière, chiffrait l'effort pour faire ce pacte de sécurité à 600 millions d'euros. Ça sera finalement 815 millions d'euros. C'est ce que l'on a appris aujourd'hui avec le total des amendements déposés par le gouvernement au Sénat. Est-ce que c'est le début d'un dérapage budgétaire, Richard Yung ? Oui, moi j'étais resté au chiffre de 600 millions. Bon, alors vous me dites que c'est 800, très bien. C'est vrai que ça fait... une somme non négligeable. Il rajoute les opérations extérieures et puis le coût des retraites. Par rapport au déficit qui existe, qui est déjà programmé de l'État, ça représente à peu près 0,1%. Oui. Donc 0,15 et là peut-être 0,2. Bon, donc on est quand même dans des chiffres très bas. Et vous avez peut-être en mémoire le fait que Bruxelles a pris acte de la situation et du besoin d'action. Le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Oui, le président a dit ça, d'autres peuvent le formuler autrement, mais enfin, on reste dans des épures assez raisonnables. Alors, en ce moment, dans l'hémicycle, on commence à discuter d'autres crédits, le crédit immigration, asile, intégration. Il va y avoir un amendement du gouvernement qui prévoit plus 13 millions d'euros, plus 5000 postes, notamment pour sécuriser les frontières. Bon, l'intégration, ça sera pour une autre fois. Le paradigme a changé, les priorités se sont inversées avec la nouvelle donne sécuritaire. Les 13 millions, ils sont surtout pour aider les pays comme la Grèce et l'Italie à monter ce qu'on appelle les hotspots. Il y en a 5 de mémoire qui sont prévus. C'est un peu long au démarrage. Moi, je suis de ceux qui trouvent que c'est pas bien normal, que ça devrait déjà être mis en place, puisque ce sont des camps ou des centres d'arrivée des migrants de façon à les identifier, à les orienter. Et donc c'est très important dans la politique communautaire. Et donc ces 13 millions sont la contribution de la France à la création et à la mise sur pied de ces hotspots. Et l'adaptation de la France. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. À la nouvelle situation migratoire. Merci beaucoup Richard Yung d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. Alors on le disait, les mesures de sécurité annoncées par le gouvernement après les attentats vont coûter plus cher que prévu. Elles ont été réévaluées à 815 millions d'euros au lieu de 600. Elles viennent d'être votées dans le cadre du projet de loi de finances débattu en ce moment même au Sénat. Explication Aurélien Romano. À l'unanimité, la Commission des finances a adopté la mission sécurité, un amendement du gouvernement au projet de loi de finances correspondant aux engagements de François Hollande devant le Congrès le 17 novembre. Dans cette mission, 3150 emplois supplémentaires pour la police et la gendarmerie dès 2016, 1300 emplois pour la justice, aussi bien les services judiciaires que la pénitentiaire, et 500 postes supplémentaires pour le renseignement.
La majorité de droite au Sénat soutient ces dépenses, évaluées à près de 800 millions d'euros, mais se montre vigilante à ne pas faire déraper les déficits. Ce que l'on demande, nous, c'est plutôt qu'on ne fasse pas du déficit supplémentaire ou de la dette supplémentaire, mais qu'on consacre à la sécurité, à la défense, les 500 ou 600 millions d'euros en prenant sur d'autres chapitres budgétaires. On peut faire le pacte de sécurité sans remettre en cause le pacte de stabilité économique. Pour la présidente de la Commission des finances, le dépassement est très minime. On dépasse très peu. En fait, je pense que quand le président a annoncé pour cette affaire qu'il y avait un pacte de sécurité qui était à ses yeux important, et il savait bien que la somme ne serait pas énorme, et c'est un pourcentage très minime. Autre point, la nécessité de rapidité du recrutement de ces renforts. Ces mesures sont nécessaires, donc nous les adopterons bien évidemment. Après, charge à l'État de faire en sorte que, ces crédits budgétaires soient utilisés le plus rapidement possible. Recruter les gens, c'est une chose, mais il faut ensuite les former, les équiper, les envoyer sur le terrain. Tout ça va demander du temps. Il faudra 6 mois à 1 an, suivant les postes, pour que tous ces effectifs soient opérationnels. Et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360 consacré au crédit sécurité qui viennent d'être adoptés en séance avec 3 invités sur ce plateau. Vincent Delahaye, bonjour. Bonjour. Sénateur UDI-UC de l'Essonne, vice-président de la Commission des Finances. Merci d'être avec nous. J'accueille également Michel Boutan, bonjour, sénateur socialiste de la Charente. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous. Et Philippe Dominati, sénateur Les Républicains de Paris, rapporteur spécial justement de cette mission sécurité. Alors, ça va coûter plus cher que prévu, hein, Philippe Dominati. Malgré tout, la droite a donné son feu vert pour l'adoption de ces crédits. C'était nécessaire au regard de la situation post-attentat ? C'était nécessaire et il faut le souligner que ça a été fait au Sénat parce que ça n'avait pas été fait à l'Assemblée nationale. Le budget tel qu'il nous était présenté pour l'année 2016 était un budget faible, 0,9% d'augmentation, 1600 emplois, comparativement à l'éducation nationale, 11 000 emplois. Le budget de la culture, c'était 4,4% d'augmentation. Voilà. Alors évidemment, les événements ont changé le rythme et il était absolument nécessaire de corriger la copie initiale. Michel Boutan, ce pacte de sécurité voulu par François Hollande, est-ce qu'aujourd'hui la France a les moyens d'en assurer son financement ? Le président de la République a été clair sur ce point-là en disant qu'au pacte de stabilité se substituait le pacte de sécurité. Encore faut-il maintenir l'effort qui va être fait dans une dimension acceptable pour notre pays. Mais l'amendement qui vient d'être voté par le Sénat et qui prévoit 360 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour défendre la sécurité des Français me semble être de bon aloi. Ouais. Votre réaction, Vincent Delahaye, finalement les sénateurs ont donné leur blanc-seing à ce surcoût. Oui, je pense que dans le contexte actuel, il était nécessaire que l'on montre qu'il y avait une union très large sur la volonté de mieux nous défendre. Ceci étant, nous l'avons voté parce que ce contexte nous obligeait entre guillemets à le voter. Moi, j'aurais préféré quand même que le gouvernement propose des économies en face parce que on dit, j'entendais bien les interventions précédentes, où on relativise le montant de 815 millions d'euros. Mais c'est presque 1 milliard. Et quand on dit qu'on réduit le déficit, quand le ministre du Budget vient nous dire on réduit le déficit cette année, on réduit le déficit d'1 milliard. On réduit de 73 à 72. Et on nous dit on réduit le déficit, c'est très important. On continue à assainir. Là, en fait, le déficit n'est pas du tout réduit puisqu'on augmente les dépenses de 815 millions, quasiment 1 milliard. Donc on revient au déficit de 2015 en 2016. Et moi, j'aurais préféré, je pense que les bonnes décisions, c'est de continuer à faire des économies par ailleurs pour dégager des moyens pour financer les efforts supplémentaires. Parce qu'effectivement, comme l'a souligné Philippe Dominati, 0,9% d'augmentation qui était l'augmentation proposée pour la sécurité au départ, c'est la moyenne d'augmentation des dépenses publiques. Donc en fait, il n'y avait pas d'effort particulier pour la sécurité, malgré les attentats de janvier. Et là, on corrige le tir et on modifie quand même sensiblement le budget. Philippe Dominati, est-ce que vous êtes d'accord? Il aurait fallu faire des économies dans d'autres secteurs avant de voter cet amendement qui va accroître... Non, l'amendement, il répond à l'urgence. C'est très clair. Par contre, je dirais c'est la tonalité générale du budget qui ne correspond pas aux engagements qu'avait pris la France vis-à-vis des partenaires européens. Et en réalité, on est dans une année sans effort sur le plan budgétaire. Et effectivement, on aurait pu trouver des économies ailleurs, mais
c'est la tonalité générale du budget. Il n'y a pas eu d'effort particulier cette année par rapport à l'an dernier. Ouais. Michel Boutant, vous qui êtes membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, on sait que la défense est concernée par ces nouveaux crédits. Comment ça va se matérialiser concrètement pour l'armée aujourd'hui? Alors, dans l'amendement qui a été voté vendredi dernier lors de l'examen de la mission défense au Sénat, il a déjà été prévu une augmentation de 70 millions d'euros de mémoire pour équiper nos avions qui procèdent à des bombardements ciblés sur les positions de Daesh. Des munitions, évidemment, des missiles, des bombes, ça coûte très cher. Il était absolument impératif, si l'on veut aussi répondre à des questions de sécurité intérieure, d'aller frapper à la tête de Daesh, à Raqqa en particulier, puis également dans les endroits qui permettent à Daesh de financer son action malfaisante. Je parlais en clair des puits de pétrole et des raffineries mobiles. Tout ceci coûte. C'est-à-dire, pour la défense nationale, ce sont les OPEX, au Mali, au Sahel, plus largement. Ce sont les opérations extérieures. Au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, tout ceci a un coût, comme la défense de la vie des Français a un coût également sur notre territoire. Et la défense nationale, en quelque sorte, c'est une forme d'assurance, comme un particulier qui souscrirait une assurance contre des risques extérieurs. À un moment donné, on a cru bon peut-être de diminuer la prime, et donc en s'imaginant que derrière, peut-être les risques seraient moins grands. Aujourd'hui, et depuis 2012 d'ailleurs, ce retard est en train d'être rattrapé. Il a été petit à petit, et comme le signalait Bernard Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, il y a quelques minutes devant notre hémicycle, les attentats d'abord du 7 janvier et puis du 13 novembre dernier ont amplifié la lutte et donc derrière, bien entendu, le coût à intégrer dans notre dispositif de sécurité. Ouais. Vincent Delahaye, on le voit, la France en première ligne à la fois sur le front des opérations extérieures. Elle renforce aussi ses moyens de lutter contre le terrorisme sur le plan national. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même les moyens et ça vous paraît un dispositif suffisamment efficace pour lutter contre le terrorisme ? Vous savez, on a les moyens d'avoir des déficits colossaux et des dettes colossales. Donc ça fait des années, c'est pas simplement le gouvernement actuel, faut bien le reconnaître. Ça fait des années qu'on accumule des déficits et des dettes colossales. Donc on peut toujours se dire, on est à 2000 milliards, à quoi bon? On peut toujours faire 1 milliard de plus, bien sûr. Moi, je pense qu'il est nécessaire de se défendre, malheureusement, dans le monde dans lequel nous nous trouvons et devant les menaces qu'on sent physiquement, je dirais, sur notre territoire. Il est normal de se défendre. Et moi, je dirais que c'est un bon point parce que depuis des années, moi, je dis que la grande muette qui est la défense subit quand même des réductions d'effectifs assez importantes. Il faut bien le signaler. Chaque année, on augmente à l'éducation nationale et on diminuait à la défense, grosso modo, pour maintenir les équilibres. Et aujourd'hui, moi, je pense que le gouvernement... de la défense a été sanctuarisé quand même. On a changé de point de vue et tant mieux. Tant mieux, je dirais que c'est bien que ça évolue et qu'on mette les moyens en fonction des menaces qui sont les nôtres. Et je dirais qu'en même temps, moi j'aimerais bien qu'on soit honnête et qu'on soit honnête dans le budget pour mettre les budgets qui nécessitent par exemple les opérations extérieures. Chaque année, on met 450 millions, là c'est ce qu'on nous propose, alors qu'on sait très bien que chaque année, ça dépasse plus d'1 milliard d'euros. Et là, on n'est pas très très honnête. Ouais. On nous dit que c'est pris sur la réserve de précaution. Peut-être un mot, Michel Boutant. Ça fait partie du budget de l'État, en fait. Oui, c'est un pourcentage qui est gelé en quelque sorte en début d'année et auquel on a souvent recours d'ailleurs. Au regret des militaires ou de la gendarmerie en fin d'année, au cours du dernier trimestre. Il y a eu un engagement du ministre de l'Intérieur devant la Commission des Affaires étrangères il y a quelques semaines de dire que dès le début de l'année, c'est la même chose également pour le ministre de la Défense, dès le début de l'année, on pourra dégeler en quelque sorte ces crédits qui sont mis en réserve pour faire face aux situations qui sont imprévues ou bien qui sont prévues mais dont la dépense a été peut-être sous-estimée. Ouais. Si on revient un peu dans le détail de ce qui a été voté également au Sénat, on apprend donc qu'il y aura 3150 postes pour tout ce qui est police, gendarmerie, des moyens aussi supplémentaires qui concernent l'équipement, l'investissement pour la police et la gendarmerie. Ça, c'était aussi une nécessité, Philippe Dominati?
Alors c'est une critique que je formulais chaque année, dans la mesure où la politique du gouvernement était d'annoncer des emplois, mais ça se faisait au détriment des moyens de fonctionnement et d'investissement. Et j'ai souligné tout à l'heure au ministre que nous allions retrouver en 2016, a priori, les mêmes effectifs qu'en 2009, mais qu'en termes de moyens de fonctionnement, il y avait 330 millions d'euros de différence. Et là, dans l'amendement qui a été proposé par le gouvernement, pour une fois, c'est 2 tiers en fonctionnement et en investissement et 1 tiers concernant le personnel. Ouais. On a entendu... Donc ça, c'est une bonne chose, parce que, par exemple, ça empêche de constater le vieillissement du parc automobile, ce qui était une constante depuis 3 ans. Ouais. On a entendu aussi, lors des débats dans l'hémicycle, certains regretter la fermeture de certaines gendarmeries au détriment du renseignement, de ce maillage territorial. Michel Boutan, quelle est votre position sur ce qui a été fait, sur le redéploiement finalement ? Il y a eu en 2008 une réforme de nos services de renseignement qui a conduit à la disparition des renseignements généraux. Bien. Qui depuis ont été remplacés par un service qui s'appelle le service du renseignement territorial, qui est porté par la police, avec des effectifs forcément réduits, puisque la DGSI, alors qu'en renseignement généraux, DST, il y avait une règle de partage, mais la DGSI qui fait suite à la DST a capté une bonne partie des personnels. La gendarmerie, qui est quand même très présente en milieu rural, puisque vous y faisiez allusion tout à l'heure à travers les fermetures de certaines brigades, s'est dotée d'une sous-direction d'anticipation et opération dont le rôle est de faire du renseignement aux côtés de la DGSI et donc la Direction générale des services intérieurs et du service de renseignement territorial. Donc il y a à nouveau un maillage territorial et un mariage en quelque sorte entre ces différents services de renseignement pour être plus efficace. Pour répondre plus précisément à votre question, je sais l'inquiétude que ça peut soulever dans certaines communes où l'on annonce la fermeture de la brigade. Mais en même temps, si on conserve malgré tout les effectifs au niveau de la communauté de brigades et on les rassemble en un point pour être plus efficace, pour constituer en quelque sorte une petite force de frappe localement, je crois qu'il vaut mieux que d'avoir sur une brigade de 6 gendarmes des jours où la brigade est complètement fermée parce qu'il y a du repos, parce qu'il y a de la maladie, parce qu'ils sont appelés ailleurs. Et on ferme des bureaux et les gens qui sont dans cette situation-là n'ont pas les réponses qu'ils attendent. Donc en regroupant les forces, il me semble qu'on est tout aussi efficace, peut-être voire plus. Vincent Delecq, qu'attendez-vous finalement de la répartition de ces nouveaux effectifs, de ces nouveaux recrues ? Il faudra peut-être les répartir de manière équilibrée sur tout le territoire ? Bon ben, vous savez, de toute façon, gouverner, c'est choisir. Et puis, on est obligé de faire des choix. Les moyens ne sont pas illimités. C'est vrai qu'on les renforce, tant mieux. En même temps, le temps qu'ils soient opérationnels, il va falloir quand même, il faut les former, il faut faire en sorte qu'on puisse choisir leur destination. Moi, je crois que le choix de renforcer le renseignement est un choix très important. C'est quelque chose de fondamental devant la menace terroriste que l'on a en permanence devant nous. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. On est obligé de faire des choix. On m'a fermé, chez moi, j'avais un commissariat et une gendarmerie. J'avais une petite gendarmerie, on l'a fermée. Voilà, j'ai pas fait un scandale parce qu'on me fermait. Alors, c'était pas une grosse gendarmerie, c'était une petite gendarmerie. Mais je comprends qu'il faille, à un moment donné, rationaliser les moyens, les effectifs. Et qu'on mette le paquet aujourd'hui sur le renseignement et sur la lutte contre le terrorisme, ça me paraît évident. Ouais. Philippe Dominati, vous êtes sénateur de Paris. Qu'entendez-vous de cette répartition des nouveaux effectifs ? On imagine peut-être que l'attention sera portée sur Paris et l'Île-de-France après les attentats. Est-ce que ça, c'est un choix stratégique, selon vous ? Écoutez, c'est plus l'organisation et l'emploi des effectifs que les augmentations d'effectifs qui comptent. C'est la disposition, la disponibilité, où est-ce qu'on les oriente. Il est important que le renseignement fonctionne, comme l'a dit Vincent Delahaye. Ce que j'avais constaté en ayant fait un rapport pour la Commission des finances sur le renseignement intérieur, c'est que nous avions beaucoup d'effectifs en France, mais 4 services, alors que nos pays voisins n'en ont qu'un seul. Et qu'il y a un certain nombre de déperditions. Et donc peut-être qu'il faudrait penser à l'organisation plutôt qu'à l'emploi, parce que les gens qui y travaillent sont généralement extrêmement motivés, très professionnels, et évidemment, depuis 1 an, extrêmement sollicité.
Par contre, l'organisation reste peut-être à parfaire. Ouais. On parlait de redéploiement des effectifs. Est-ce qu'on peut envisager aussi que certains soldats déployés dans le cadre des opérations extérieures, finalement, soient rappelés pour venir assurer la défense sur le territoire national, Michel Boutan? Ceux qui sont sur le théâtre d'opérations extérieures, je crois que peut-être il y a des roulements pour qu'ils reviennent effectivement au pays, mais pour aussi prendre du repos, pas simplement pour être intégrés dans l'opération Sentinelle. C'est là où la proposition qui a été faite par le président de la République lors du Congrès, de la constitution d'une unité nationale et de s'appuyer sur des réserves opérationnelles me semble intéressante. Il se trouve que je siège à l'organisme qui s'occupe des réserves. Et il y a à l'heure actuelle une grande réforme qui est en cours concernant l'utilisation des réserves opérationnelles en cas de danger. Et nous sommes précisément dans ce cas de figure. Et je pense que d'ici quelques mois, nous serons en mesure de faire des propositions. Ça se sent déjà dans vos territoires, le redéploiement, le renforcement des forces de sécurité, Vincent Delahaye, après les attentats? Honnêtement, non. Au quotidien, on ne le sent pas vraiment. Par contre, on sent une préoccupation des uns et des autres, ça c'est clair, que ce soit bien sûr des forces de l'ordre, mais aussi des élus, de tous les responsables. Tout le monde a ça en tête. Mais se dire que... En plus, on vient de les voter, les crédits de renforcement. Donc, avant qu'ils soient effectifs sur le terrain, ça va prendre du temps. Il ne faut pas non plus mentir aux Français, il faut leur expliquer que tout ça prend du temps. En même temps, je pense que la mobilisation est nécessaire. Et alors, il y a une petite opposition droite-gauche là sur savoir qui l'a fait le premier, qui n'a pas fait. Alors, c'est vrai que pendant un moment, quand on tenait un discours sécurité, qu'on disait que la sécurité est la première des libertés, on se disait ah là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rapprochez de l'extrême droite. C'était un peu ça. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Le Premier ministre dit que la sécurité est la première des libertés et on le pense fondamentalement. Donc maintenant, on est tous d'accord, on met les moyens dessus. On est d'accord. Ouais. C'est tout l'enjeu. Vous avez déjà reçu Philippe Dominati sur cette question, entre le moment où on annonce, où on vote le recrutement d'effectifs supplémentaires et l'efficacité, le moment où ces forces seront opérationnelles sur le terrain. Alors, ce qui est le matériel, on peut le faire dès janvier. On peut acheter immédiatement du matériel et l'avoir très rapidement. Les effectifs, ça mettra entre 10 mois, 12 mois, 24 mois, selon la qualité, je dirais, des emplois que l'on veut servir, parce que la formation est indispensable de toute manière, donc il y a un temps de retard plus long. Deuxièmement, il n'y a pas que des aspects budgétaires sur le plan politique. Là, on s'aperçoit que le gouvernement prend des mesures qui étaient proposées par l'opposition nationale depuis des mois, ou en tout cas depuis le mois de janvier, qui avaient été refusées dans un premier temps et qui sont prises, et c'est une bonne chose. Par contre, dans le domaine de la justice, on aimerait qu'effectivement, il y ait aussi une meilleure coordination entre la politique du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Ouais. Peut-être une réponse, Michel Boutan, sur cet aspect, coordination, police, justice. Le dernier attentat, celui du 13 novembre, a montré l'extrême complexité qu'il y avait dans l'accomplissement des enquêtes en raison de principes juridiques qui sont intangibles. Et le ministre de l'Intérieur a annoncé il y a quelques jours son intention d'y remédier. Je lui ai posé la question cet après-midi, je n'ai pas eu la réponse, je la reformulerai par écrit, de façon à connaître véritablement ses intentions et comment sur ce plan-là, par exemple, il y en a d'autres, mais comment sur ce plan-là on peut simplifier la méthodologie pour enquêter dans des circonstances telles que celles que nous avons connues. Bien, merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat. Il est bientôt 17h30, vous êtes en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. 11 jours pour relever le défi du climat à l'ouverture de la COP 21. François Hollande a appelé les 150 dirigeants du monde entier réunis au Bourget à ne pas décevoir un immense espoir. Ils doivent trouver ce qui serait le premier accord universel contre le réchauffement climatique. Le coût des mesures de sécurité post-attentat réévalué à 815 millions d'euros. Ce montant correspond au total des amendements déposés par le gouvernement dans le projet de loi de finances. Ces amendements ont été adoptés cet après-midi au Sénat.
Et puis à 6 jours du premier tour des élections régionales, les quotidiens La Voix du Nord et Nord-Éclair prennent position contre le Front National. Ils expliquent pourquoi une éventuelle victoire de Marine Le Pen les inquiète. Hervé Favre, éditorialiste politique à La Voix du Nord, est l'invité du face-à-face. Il répondra aux questions de Perrine Tarnaud dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans notre multiplex parlementaire, nos journalistes en duplex, Tam Tranui et Saveria Rojek. Et puis, Jérôme Rabier en direct du Bourget. Le multiplex, c'est tout de suite. Le sommet du Bourget apparaît donc comme le sommet de la dernière chance pour trouver un accord contraignant pour sauver la planète. Les explications de Cécile Sixou. Deux hôtes, François Hollande et Ban Ki-moon, et un balai de voitures officielles. Barack Obama, Angela Merkel, Xi Jinping. Jamais la France n'avait accueilli autant de dirigeants internationaux. 150 chefs d'État et de gouvernement réunis au Bourget pour donner le top départ de la COP21. Après l'hommage aux victimes des attentats, des prises de parole millimétrées, 3 minutes chacun, avec un objectif, trouver un accord sur le climat. Dans 11 petits jours, nous devons parvenir à un accord climatique universel et ambitieux. Et il devra faire en sorte qu'à l'horizon 2100, la température du fait des émissions de gaz à effet de serre ne s'élève pas de plus de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100, voilà l'objectif des négociations, une opportunité historique pour le secrétaire général de l'ONU. Un élan politique comme celui-ci pourrait ne jamais se renouveler. Vous avez entre vos mains le pouvoir d'assurer le bien-être de cette génération et des générations à venir. Échaudés par l'échec de Copenhague en 2009, les climatologues ont tiré la sonnette d'alarme. La COP21 est le dernier arrêt avant le désastre et c'est bien le caractère contraignant de l'accord qui va se jouer à Paris. En coulisses, le marathon des négociations a commencé pour les 195 pays présents. Délégués, journalistes et observateurs, au total 40 000 personnes sont attendues dans les travées du parc des expositions. Et on continue notre multiplex avec Jérôme Rabier, toujours en direct du Bourget, où c'est ouvert ce matin la COP21. Vous êtes avec le député européen, Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. C'est à vous, Jérôme. Oui, Yannick Jadot qui est un habitué de ces COP. Vous en avez suivi de nombreuses et on sent une évolution dans le discours. Là, tout le monde dit il y a urgence, y compris le président chinois. Vous sentez un élan particulier ? On est déjà à 1 degré de réchauffement. On voit les dégâts extraordinaires dans tous les pays du monde, y compris en Chine, mais on le voit en Europe, les phénomènes météo extrêmes, les inondations, les sécheresses, l'élévation du niveau de la mer. Donc tout le monde constate les impacts. En même temps, on a de plus en plus de citoyens qui ont changé leurs habitudes, qui sont prêts, ils le disent dans toutes les enquêtes d'opinion, ils sont prêts à changer si on leur offre la possibilité. On a, depuis Copenhague, qui était le dernier grand sommet il y a 6 ans, le coût du photovoltaïque a été divisé par 4. Le coût de l'éolien terrestre a aussi baissé. Ce sont aujourd'hui les énergies les plus compétitives. Donc, non seulement la prise de conscience est beaucoup plus forte, on a des citoyens qui veulent s'engager et on a des énergies renouvelables qui peuvent nous permettre de sortir du pétrole. Donc au fond, les dirigeants sont aussi conscients de ces évolutions et au fond, ils le disent dans leur discours. Est-ce qu'ils... En même temps, vous savez, le climat, il se fout des grands discours. Hein. Donc la question, ça va être évidemment de savoir, dans les 10 jours qui viennent, est-ce que les différents États vont mettre leurs actes en relation avec leurs discours. Aujourd'hui, leurs engagements, c'est 3 degrés de réchauffement climatique, c'est le chaos, donc il va falloir qu'ils fassent beaucoup mieux. Justement, on parle d'un objectif contraignant cette fois-ci. Quelle limite faut-il mettre? Quelle pénalité pour ceux qui ne joueraient pas le jeu? Clairement, il y en a encore. Il faut maintenant un accord contraignant. En quoi ça consiste? Malheureusement, on sait déjà que les engagements des différents États ne seront pas contraignants.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Là, ce qui va se négocier, c'est de savoir si au fond, on va avoir, puisqu'on sait que les engagements ici sont insuffisants, est-ce qu'on va avoir des mécanismes de révision de ces engagements avant 2020 et puis tous les 5 ans, obligeant chaque État à faire mieux? C'est ça qui va être négocié pendant les 10-12 jours qui viennent. Est-ce qu'on se limite ou on s'engage tous collectivement à ne pas dépasser 2 degrés, même voire 1,5, parce que les îles, beaucoup d'îles disparaissent à 1,5 degré de réchauffement climatique, ça va aussi être la négociation. Et justement, quel est le rôle d'un parlementaire? Vous êtes un parlementaire européen, comment on agit là pendant cette COP21? Moi, je suis dans la délégation européenne et vous savez, la France accueille la COP21, la France coordonne cette conférence, mais la France ne négocie pas. C'est l'Union européenne, donc la Commission européenne et le Conseil qui négocient au nom des 28. Donc le Parlement européen est une des institutions liées au mandat de négociation européen, à la négociation européenne. Donc c'est toujours d'essayer de pousser l'Europe à faire toujours plus. Il n'y aura pas d'accord à Paris sans leadership européen. C'est une condition sine qua non, elle n'est pas suffisante. Mais aussi, il ne faut pas simplement que l'Europe soit leader sur le type d'accord, est-ce que c'est contraignant, tout ça. Il faut aussi que l'Europe soit leader dans les solutions sur le climat. Les énergies renouvelables, tous les emplois créés sur les territoires et les entreprises sur les territoires, les économies d'énergie, la déforestation, un modèle agricole plus paysan et donc moins émetteur de gaz à effet de serre, c'est ça l'enjeu aussi pour l'Union européenne. C'est ça l'enjeu pour ces 11 prochains jours de négociations ici au Bourget, Delphine. Merci beaucoup Jérôme. Alors on le disait, c'est un jour historique pour l'avenir de la planète car pour la première fois, les pays sont invités à adopter des engagements contraignants pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, en partie responsables du réchauffement climatique. Écoutez bien les principales déclarations cet après-midi des responsables politiques présents au Bourget. L'Allemagne, à ce titre, participera à un grand nombre de programmes. Nous promouvrons, par exemple, des travaux de recherche en matière d'énergie propre. Nous doublerons les investissements d'ores et déjà consentis à cet effet et nous aiderons les pays les plus pauvres à veiller à promouvoir un développement durable en leur accordant les lignes budgétaires nécessaires. La Fédération de Russie a pris des mesures actives pour faire face aux problèmes du réchauffement planétaire. Notre pays figure parmi les premiers au monde à avoir réduit la consommation d'énergie de son économie, et ce au cours de ces dernières années. Mon pays a besoin d'aide. À l'instar de n'importe quel autre pays, nous ne pouvons pas et nous n'accepterons pas un accord qui renie notre souveraineté. Et aujourd'hui, j'ai reçu une requête, une pétition de 3,6 millions de personnes de par le monde qui se tiennent à nos côtés à cette fin. Comment s'engager au quotidien contre le réchauffement climatique? Certaines familles tentent de relever le défi. Voyez ce reportage de Marie Brémaud au Mans où la famille Morisot multiplie les gestes en faveur de l'environnement. En plein cœur du Mans, dans la Sarthe, rencontre avec une famille a priori ordinaire. Anne-Laure et Loïc sont tous deux professeurs au collège. Ils ont 2 enfants, Léilou 11 ans et Thylin 9 ans. Bienvenue chez les Morisot-Clopeau. C'est petit à petit que la famille a adopté un comportement vertueux. Depuis 3 ans, au quotidien et à leur échelle, ils ont décidé de lutter contre le réchauffement climatique en multipliant les éco-gestes. Aux grands mots, les grands remèdes. On s'est aperçu qu'on avait parfois du mal à mettre en pratique nos bonnes actions. Et juste un petit post-it pour nous rappeler et puis essayer d'ancrer ces bonnes pratiques dans notre quotidien. Voilà. Fermer les portes, les volets, remettre le mitigeur de son robinet en position froide, couper l'éveil des appareils, la liste n'est pas exhaustive. Mais le plus gros changement concerne le chauffage. En 2 ans, la famille est passée de 20 à 18 degrés dans la maison, ce qui leur a permis de réduire de 20% leur facture énergétique. Et on s'est dit, on va essayer. Et finalement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas perdu en confort de vie, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Donc on est passé à 18 et on a refait
plus de 20% d'économie sur nos factures. Et donc là, on passe à 17 ? Je sais pas, hein. Je crois qu'on passe à 17. Moi, j'avais envie d'essayer 17,5. Pas sûr encore qu'Anne-Laure réussisse à convaincre toute la maisonnée. Allez, c'est parti. Lutter contre le réchauffement climatique, cela se traduit jusque dans les courses, au magasin bio, évidemment. Ça se manifeste par le choix des emballages, donc essayer de réduire un maximum les emballages. Ensuite, sur le type d'aliments, donc ici, on va trouver beaucoup de choses qui sont issues de l'agriculture biologique. Donc moi, ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et puis, la provenance des produits aussi. Essayer de trouver des choses plus locales. Acheter ces produits en vrac, du bon sens quand on sait qu'un tiers de nos déchets ménagers sont des emballages. Et consommer local, ce sont autant de kilomètres et de CO2 économisés pour la planète. Une recharge d'huile d'olive. Une alimentation saine, une priorité assumée pour le ménage qui y consacre plus de 1 000 € par mois. Une prise de conscience qui remonte à 3 ans. Les Morizot-Clopeau ont participé à un défi régional, Famille à énergie positive. Durant 5 mois, ils ont adopté des éco-gestes afin de réduire leur empreinte énergétique. On a participé une première année, on a été assez on a été emballés par ce que ça nous a permis de faire, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et cette année, ils embrigadent 4 familles dans leur défi, histoire de convertir d'autres habitants à leur mode de vie plus écologique. L'idée derrière, c'est plutôt faire boule de neige et puis c'est aussi parce que nous, en tant que personne, on adoptera ces gestes-là que ça aura un impact global ensuite. Donc on ne peut pas se dédouaner en disant « Ah bah non, moi mes petits gestes à moi, c'est rien, alors donc je ne fais rien ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Grâce à ces familles engagées, 160 000 kWh et donc 26 tonnes de CO2 ont été économisées dans la Sarthe en 2014. Marie Brémaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a vu les chefs d'État s'engagent, les citoyens aussi. Mais au premier jour de la COP21, il faut aussi rappeler le rôle des partenaires privés qui entendent bien montrer qu'ils participent à la transition énergétique. Et c'est d'ailleurs pas toujours sans arrière-pensée. En effet, il y a parfois des arrière-pensées, on va le voir. Peut-être, Delphine, avez-vous vu ces affiches à Paris, au Haut-Bourget, depuis hier, des affiches provocatrices telles que celle-ci, les nouveaux entrepreneurs, des menteurs, des tricheurs, des pros du lobbying et de l'éco-blanchiment, ou bien encore celle-ci, État, diplomate, industriels, banquiers, ils ne sont pas la solution mais le problème. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, des activistes écologistes du groupe Brandalisme ont piraté quelques 600 panneaux d'affichage. Le but, épingler les entreprises sponsors de la COP21 qui font du greenwashing. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le greenwashing ? Je vous propose d'écouter Célia Gauthier du réseau Action Climat. Le greenwashing, dans le cas de la COP21, c'est le fait d'utiliser l'alibi climatique pour faire croire qu'on est une entreprise vertueuse ou bien pour essayer de gagner des parts de marché en vendant des technologies qui ne sont pas des solutions au changement climatique. En clair, les associations de défense de l'environnement dénoncent les entreprises choisies pour sponsoriser la COP21, parmi lesquelles EDF, Engie, BNP Paribas, Air France, GDF, Suez, pour n'en citer que quelques-unes. 20% de la COP21 est financée par ces grandes entreprises. Loin d'être exemplaires, il est vrai, puisqu'elles peuvent avoir des activités ou des investissements fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Mais la COP21, événement planétaire, est une occasion incroyable pour se vendre. Soyons clairs, la COP21, c'est l'occasion pour beaucoup d'entreprises de jouer du pipeau et de faire croire qu'ils font partie de la solution ou d'essayer de vendre leur technologie, leur approche comme une solution au changement climatique, alors que ça ne l'est pas. Par exemple, le nucléaire. On sait que le nucléaire ne permettra pas de transformer radicalement l'économie mondiale pour qu'elle ne soit plus émettrice de gaz à effet de serre. Par exemple, les OGM. On connaît la dangerosité des organismes génétiquement modifiés, mais des entreprises comme Monsanto gravitent autour de la COP21 pour essayer de refiler leurs OGM. On peut en citer beaucoup comme ça, les agrocarburants, le charbon propre que certains essaient de promouvoir.
Le charbon propre, ça n'existe pas. Le charbon, c'est sale, c'est une énergie du 19e siècle qui émet des gaz à effet de serre. Alors certes, on peut voir le verre à moitié vide, mais aujourd'hui, on va essayer de le voir à moitié plein. Prenons l'exemple de BNP Paribas, l'un des sponsors, qui clairement finance et investit 7 fois plus dans des énergies fossiles que dans des énergies renouvelables. Eh bien, il y a de la part de BNP Paribas, il est clair, des mesures d'affichage. Mais en devenant sponsor de la COP21, BNP a également attiré les regards. Et ses activités ont particulièrement été scrutées par les ONG et les associations. Du coup, sous la pression des acteurs de l'environnement, BNP Paribas a enfin annoncé il y a quelques jours réduire ses soutiens à l'industrie du charbon. C'est loin d'être parfait, mais c'est un début. D'ailleurs, pour la petite histoire, d'autres institutions bancaires avaient été sollicitées pour sponsoriser la COP21. Certaines ont refusé, notamment car cela les exposait trop médiatiquement. Merci beaucoup Marie. Alors on reparle à présent du budget de la sécurité puisque les mesures annoncées par le gouvernement après les attentats vont coûter plus cher que prévu. Un amendement vient d'être adopté au Sénat. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, vous avez suivi pour nous les débats. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien Delphine, c'est ce matin que le gouvernement a corrigé sa copie. Bercy avait évoqué dans un premier temps une enveloppe de 600 millions d'euros et c'est en fait 815 millions qui sont nécessaires pour financer les nouvelles mesures annoncées par François Hollande au lendemain des attentats. Bercy a en fait rajouté 100 millions d'euros nécessaires pour mener les opérations extérieures, c'est-à-dire les interventions au Sahel, en Irak et bien sûr en Syrie. Autre poste majeur de dépenses, l'augmentation des effectifs. Au total, 8500 postes seront créés en 2 ans, 5000 dans la police et la gendarmerie, 2500 à la justice et 1000 dans les douanes. Alors le calcul initial en fait n'avait pas tenu compte non plus des futures dépenses de retraite liées aux nouvelles embauches de fonctionnaires et là on parle de 70 millions d'euros. Je vous signale enfin que Michel Sapin, qui avait dans un premier temps parlé d'une possible dégradation du déficit public, vient d'affirmer que ces dépenses nouvelles ne remettront pas en cause les engagements de la France vis-à-vis de Bruxelles. Merci beaucoup Saveria et regardez tout de suite c'est celle de la Voix du Nord et Nord Éclair qui ont pris position contre Marine Le Pen. Ces titres de la presse régionale se disent inquiets d'une éventuelle victoire régionale de la présidente du Front National. Hervé Favre, éditorialiste à la Voix du Nord et l'invité du Face à Face, il répond tout de suite aux questions de Perrine Tarnaud. La presse est libre dans notre pays. Nous n'avons pas à commenter les choix éditoriaux des différents journaux. Nous avons vu pendant toute cette campagne que la Voix du Nord n'était pas non plus un allié de notre candidat à cette élection. Mais c'est un choix qui leur est propre. Nous n'avons pas à dire si nous y sommes favorables ou non. En tout cas, c'est une responsabilité qui leur incombe. Voilà pour cette réaction des Républicains ce matin. Je vous le disais, Hervé Favre est l'invité de Perrine Tarnaud. Il répond tout de suite aux questions dans le face-à-face. Bonjour Hervé Favre, donc pourquoi une victoire du FN nous inquiète? C'est la une aujourd'hui de la Voix du Nord. Comment et pourquoi a été prise cette décision d'une telle une aujourd'hui? Je crois que la Voix du Nord n'est pas un journal d'opinion, c'est un journal d'information régional, donc ça ne l'empêche pas d'avoir des opinions quand même, et de temps en temps de pouvoir les exposer, même si effectivement ça peut heurter certains de nos lecteurs qui nous le diront d'ailleurs, qui ne se priveront pas de le faire. Pourquoi nous l'avons fait? Pourquoi Jean-Michel Bretonnier, donc notre directeur de la rédaction, a estimé qu'il fallait prendre cette position? C'est au regard effectivement de notre histoire, puisque la Voix du Nord est un journal créé par un réseau de résistance, donc pendant l'occupation. Des gens l'ont distribué dans la clandestinité en prenant des risques de leur vie. Et donc le Front National aujourd'hui va à l'encontre de ces valeurs de résistance? Alors ça, c'est effectivement le passé du Front National et notamment de son fondateur qui a quand même eu des déclarations que je pourrais rappeler ici sur l'occupation qui n'était pas si terrible que ça. Bon voilà. Et le Front National a véhiculé quand même des thèmes et des questions qui ne correspondent pas effectivement aux valeurs de la Voix du Nord. Et après, il y a une dimension beaucoup plus présente, c'est que la région Nord-Pas-de-Calais est une région au cœur de l'Europe. On est à 1 heure de Bruxelles. On a une économie qui est directement branchée sur
sur nos pays voisins, que ce soit la Belgique, la Grande-Bretagne, des investissements étrangers. On ne peut pas, effectivement, aujourd'hui renvoyer l'image d'une région fermée sur elle-même. Effectivement, la Voix du Nord déploie tout un argumentaire politique contre le Front National en 5 points aujourd'hui, en disant parce que nous ne portons pas les mêmes valeurs, parce qu'il n'a pas d'expérience, parce que la région est naturellement verte, parce qu'il se contredit et parce qu'il menace la solidarité nordiste. Est-ce que c'est tout de même le rôle d'un grand quotidien régional comme la Voix du Nord de faire de la politique ? Nous faisons de la politique tous les jours. Nous avons une rubrique politique. Il y a des éditos dans la Voix du Nord. C'est une chose d'avoir une rubrique politique et c'est une chose de prendre parti comme ça à quelques jours du premier tour d'élection. Effectivement, c'est assez rare dans l'histoire du journal, mais il y a eu un précédent en 2002 où, effectivement, à la veille du deuxième tour, Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac, nous avions pris position évidemment en faveur de Jacques Chirac. Là, je conviens que la situation n'était pas la même, il n'y avait pas beaucoup de suspense sur le résultat. Oui, est-ce que là, vous n'auriez pas pu attendre peut-être l'entre-deux-tours de ces élections régionales? Ou est-ce que c'est les sondages de ces derniers jours qui vous ont effrayé? Effrayé, mais les sondages, effectivement, révèlent une situation où Marine Le Pen est parfaitement maintenant en position de remporter la région le 13 décembre. Tous les sondages la mettent nettement en avance au premier tour. Et ce qui est aussi assez nouveau, c'est que les sondages, les dernières vagues de sondages, nous en avions encore un dimanche, montrent qu'en duel, que ce soit avec Xavier Bertrand ou Pierre de Saint-Ignon, ce qui est moins probable, Marine Le Pen peut également l'emporter. Il était donc urgent d'agir. Donc effectivement, il nous a semblé important de prendre position, non pas pour imposer un vote à nos lecteurs, ils sont assez grands pour choisir eux-mêmes. Simplement, nous avons voulu leur mettre effectivement sous les yeux l'argumentaire, notre argumentaire, qui ne plaide pas en faveur du Front National, effectivement. Mais est-ce que vous savez que vous prenez aussi le risque de provoquer l'effet inverse et de jouer aussi, peut-être de faire le jeu du Front National ? Vous savez, alors, dans cette campagne, on a tout entendu, et pas seulement du Front National, de ses adversaires socialistes, les Républicains, qui nous ont tour à tour accusés de jouer le jeu de l'un et de l'autre. Quand on a fait une il y a quelque temps sur le fait que la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie avait dépassé le seuil de 1 million de pauvres. C'est quand même une réalité sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Les Républicains nous ont dit, vous faites le jeu du Front National. Vous voyez, donc cet argument est un peu... Oui, mais le Front National aime bien se poser en victime. Oui. Et là, vous lui offrez la possibilité de se montrer comme une victime. Oui, bon, écoutez, oui, la victimisation, effectivement, ils savent faire. Ils ont déjà commencé à le faire ce matin. Pour eux, la Voix du Nord est un tract socialiste, subventionné par le PS, ce qui est parfaitement faux. Justement, oui, je vous propose d'écouter la réaction de Marine Le Pen. C'était ce matin sur RTL et vous réagirez après. C'est la contrepartie des 9 millions de subventions qu'ils ont touchées du Conseil régional socialiste sous cette mandature. Ça pose un vrai problème éthique, ça pose un vrai problème déontologique. Ces médias qui, en réalité, sont achetés par un exécutif. Tout de même, il y a des arguments. Le moment venu, rendent la monnaie de l'énorme subvention qu'ils ont touchée. Alors, vous leur couperez les vivres si vous êtes élu ? Ah, mais de toute façon, c'est la raison pour laquelle ils nous mènent le combat. C'est que depuis de nombreuses années, nous considérons que les 1,5 million qui sont accordés par an au groupe La Voix du Nord, encore une fois, ne correspondent pas à un intérêt régional. Vous êtes donc redevable au Parti socialiste du fait de cette subvention ? C'est extraordinaire parce que Madame Le Pen commence par parler de 9 millions. Je ne sais pas où elle a été téléchargée. Et ensuite, 1,5 million. Alors effectivement, 1,5 million précisons. Disons de quoi s'agit-il ? Il s'agit non pas de subvention à La Voix du Nord, mais de subvention à une télévision dans laquelle, effectivement, La Voix du Nord est actionnaire à 33,80% exactement. Voilà, donc c'est WEO, télévision du Nord-Pas-de-Calais, qui reçoit, comme toutes les chaînes locales de la région, non pas des subventions, mais des aides à la production d'émissions, de documentaires, directement liées d'ailleurs au domaine de compétences du Conseil régional. Effectivement, WEO a cet accord pour 1,5 million de coproduction, on va dire, dans son programme annuel, mais ce n'est en rien des subventions à La Voix du Nord. C'est absolument... Subvention que Marine Le Pen menace de couper si elle est élue à la tête de la région. Oui, effectivement, on sait que la conception, l'ouverture de Marine Le Pen aux médias est très limitée. Donc oui. Pour vous, c'est une atteinte à la liberté de la presse ?
Écoutez, oui, si la presse n'existe que pour dire du bien du président du conseil régional et de son action, oui, ça pose un problème. En tout cas, après cette une, le Front National souhaite exercer un droit de réponse. Est-ce que vous allez publier ce droit de réponse de Marine Le Pen? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, là je n'ai pas les éléments de réponse. Ça vous semblerait légitime? La question est à l'étude auprès de notre direction de la rédaction et de notre service juridique, bien sûr. Est-ce qu'après cette une sur le Front National, est-ce que vous allez décrypter aussi les programmes des deux principaux rivaux de Marine Le Pen à ces élections régionales, Xavier Bertrand pour les Républicains et M. de Saint-Aignan pour le Parti socialiste? Nous avons, depuis le début de la campagne, publié au cours du dernier mois, tous les mardis, plusieurs pages décrivant les programmes en détail de chacun des candidats, celui de Marine Le Pen comme celui de ses opposants. D'ailleurs, il y avait une première polémique nous opposant à Marine Le Pen, puisque dans son programme pour la santé, elle proposait de lutter, d'éradiquer l'immigration bactérienne. Ce qui était quand même assez lourd de sens avec le problème des migrants. Elle avait contesté, elle nous avait accusé d'avoir trahi ses propos. Or, nous avons pu les mettre devant le fait accompli. Cette expression existait bien dans son programme. Elle a été corrigée depuis. Est-ce qu'il y a eu un débat interne à la rédaction après avoir pris la décision de cette une? On en a beaucoup parlé ce matin, en réunion de rédaction, bien sûr, et il y avait une unanimité pour dire que, c'est aussi le rôle d'un grand quotidien d'information de prendre position dans les grands moments de l'histoire de sa région. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une unanimité autour de la décision du directeur de la rédaction et de nos actionnaires, bien sûr. J'imagine que vous avez déjà beaucoup de retours de vos lecteurs qui vont dans quel sens? Oui, il y a beaucoup de soutien qui saluent le courage de la position de la Voix du Nord. Et puis évidemment, il y a aussi des critiques de gens qui disent que nous avons outrepassé notre rôle de média. Et ils auront aussi la parole dans nos pages courrier des lecteurs. Il y aura bien sûr des publications des réactions avec les pour et les contre. C'est le jeu de la démocratie. Dernière question pour finir, Hervé Fabre. Finalement, pourquoi cette prise de position de la Voix du Nord ne vient pas plutôt de la société civile qui aurait pu prendre aussi position contre le Front National? On a un petit peu entendu le patronat régional au début de la campagne régionale et puis après plus beaucoup de critiques contre le programme du Front National. Oui, ça, il faudra effectivement poser la question à ces membres de la société civile. Je sais que, il y a eu des réactions du côté des artistes également, mais c'est vrai que du côté des milieux économiques, c'est assez prudent. Il y a eu Bruno Bonduel, qui est un ancien responsable économique très connu dans la région, qui a pris position. Il a peut-être été un peu seul, mais la Voix du Nord ne s'est pas déterminée en fonction de l'opinion de la société civile. Elle a joué son rôle, enfin, elle estime avoir joué son rôle, et tout le monde est libre, évidemment, d'être pour ou contre cette décision. Merci beaucoup Hervé Fabre d'être venu sur notre plateau cet après-midi et expliquer la position de la Voix du Nord. Merci Perrine, merci monsieur. Et on continue notre multiplex et cette fois on retrouve Jérôme Rabier, toujours en direct du Bourget où s'est ouvert aujourd'hui la COP 21. Alors Jérôme, on a parlé de l'ambiance, des grandes déclarations. Comment ça va se dérouler cette semaine de négociations ? Alors jusqu'à demain, les principaux chefs d'État resteront présents pour tracer les grandes lignes des négociations. Ensuite, place aux négociateurs des différents pays de l'Union européenne également, pour là vraiment rentrer dans le détail du texte, trouver les compromis, les équilibres qui permettront d'aboutir à un accord contraignant. Alors pour revenir sur cette journée, on se dirige tranquillement vers la fin de cette journée. Les allées se vident quelque peu. On est loin de l'animation très forte qu'il y a eu toute aujourd'hui, et notamment marquée par les discours inauguraux. On a également aperçu, après ces discours, les chefs d'État venir inaugurer les stands, comme ici au pavillon France. On a aperçu Ségolène Royal, Laurent Fabius et des chefs d'État comme Angela Merkel, la chancelière allemande, Dilma Rousseff, la présidente brésilienne ou le président turc Recep Tayyip Erdogan. Voilà, on se dirige donc tranquillement vers la fin de cette première journée de la COP 21, mais clairement on va rentrer dans le dur dès demain, trouver un accord d'ici 11 jours pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions. Il est bientôt 18h. Merci si vous nous rejoignez en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres de Sénat 360. 11 jours pour relever le défi du climat à l'ouverture de la COP 21. François Hollande a appelé les 150 dirigeants du monde entier réunis au Bourget à ne pas décevoir un immense espoir. Ils doivent trouver ce qui serait le premier accord universel contre le réchauffement climatique. On en débat avec nos invités dans un instant.
Unanimité au Sénat pour adopter les mesures de sécurité post-attentat. Elles ont été réévaluées à 815 millions d'euros. Ce montant correspond au total des amendements déposés par le gouvernement dans le projet de loi de finances débattu cet après-midi au Sénat. À 6 jours du premier tour des élections régionales, les quotidiens La Voix du Nord et Nord-Éclair prennent position contre le Front National. Ils expliquent pourquoi une éventuelle victoire de Marine Le Pen les inquiète. Une première qui embarrasse à droite. Marine Le Pen, de son côté, promet de suspendre leurs subventions. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner jusqu'à 18h30, nos journalistes en duplex, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat et Jérôme Rébier en direct du Bourget. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on débute ce multiplex avec Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle de Saveria. Les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi de finances et ils ont travaillé cet après-midi sur la mission sécurité. On l'a dit, les crédits supplémentaires ont été adoptés et ils examinent à présent la mission immigration. Et oui Delphine, les sénateurs viennent donc tout juste d'adopter ce budget sécurité. Ils sont en train d'examiner maintenant les crédits de la mission immigration. Et là encore, cette mission est bien sûr bouleversée par les émissions, l'actualité récente. Roger Carucci, le rapporteur spécial de ces crédits au Sénat, a souligné à la tribune que cette mission est hypothéquée par la crise migratoire que traverse l'Union européenne. Au lieu de 30 000 demandeurs d'asile supplémentaires avancés, Roger Carucci parle lui de 80 000 demandeurs d'asile. À la tribune, Esther Benbassa, pour le groupe écologiste, vient elle de souligner l'insuffisance des moyens alloués à l'accueil de ces réfugiés et en particulier, je cite, les conditions de vie indignes dans la jungle de Calais. Enfin, André Triard, pour les Républicains, a parlé lui de budget obsolète vu les déplacements de population et la guerre que livre la France contre Daesh. Merci beaucoup Saveria. On continue notre multiplex avec Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes à présent avec la sénatrice communiste Brigitte Gonthier-Maurin. C'est à vous, Tam. Oui, Brigitte Gonthier-Maurin qui est intervenue justement dans cette discussion générale à propos de ces crédits immigration, asile, intégration. Alors l'amendement du gouvernement qui va être débattu dans quelques instants prévoit 13 millions d'euros supplémentaires dans le budget, essentiellement quand même pour sécuriser les frontières, notamment pour les hotspots. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Est-ce que ça vous paraît utile? Mais écoutez, qu'il faille sécuriser les frontières est absolument compréhensible eu égard aux difficultés et aux graves événements que nous venons de connaître. Cependant, je crois qu'il ne faut surtout pas que nous amalgamions ceux et celles qui sont des terroristes qui commettent de graves actes sur notre territoire et ce flux de migrants, d'hommes et de femmes qui sont obligés de quitter leur territoire, leur pays, parce qu'ils sont en proie à des violences, à la guerre insoutenables. Voilà, donc... On essaie de ne pas tout mélanger, mais de fait, il est vrai que dans ce crédit, finalement, on parle des migrants, de l'immigration, et puis on se retrouve avec une mesure essentiellement sécuritaire. Oui, c'est tout à fait vrai. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'au moment où arrivent ces hommes et ces femmes qu'il faut accueillir, eh bien, nous constatons ces 13 millions d'euros. Mais si nous rapportons cela à l'augmentation budgétaire qui concerne d'autres missions, eh bien, c'est tout à fait insuffisant. On comprend que la donne a changé. Est-ce que vous craignez que la sécurité l'emporte sur la solidarité après les attentats du 13 novembre? Oui, je crois que c'est une crainte que nous avons d'ailleurs énoncée lorsque nous avons décidé de nous prononcer au moment de l'urgence, de décider de l'urgence ou non, de l'état d'urgence dans notre pays. Nous avons peur pour les libertés publiques, pour la liberté d'expression et pour la liberté de manifestation. Mais en même temps, on comprend tout à fait la nécessité, bien sûr, avec ce changement de contexte. Et d'ailleurs, il y a une forme d'unité, notamment par exemple. N'amalgons pas ceux et celles qui légitimement veulent faire valoir leur débat, leurs propos dans le débat démocratique, et ceux et celles qui commettent des actes inadmissibles sur notre territoire. La liberté est nécessaire à l'exercice de la démocratie. La liberté d'expression, la liberté de se manifester, la liberté d'avancer des propositions alternatives
alternative et ça n'a rien à voir avec du terrorisme. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Bernard Cazeneuve, qu'il faut... humanité, certes, mais fermeté, qu'il faut absolument être ferme envers les déboutés du droit d'asile pour avoir une politique correcte en matière d'immigration et une vraie politique d'accueil. Mais je crois qu'il y a les déboutés, mais il y a aussi le droit de recours de ces hommes et de ces femmes. Et c'est ça, justement, je crois, qui nous manque. Vous pensez que ça manque aujourd'hui avec la politique menée par le gouvernement ? Je pense. Fermeté, tout à fait d'accord, mais humanité veut aussi dire droit de recours. Assiste-t-on à un changement de philosophie de la gauche sur les questions migratoires pour vous? Oui, je trouve. D'ailleurs, j'ai dit dans mon intervention que je trouvais qu'il n'y avait pas de rupture entre la philosophie avec la philosophie de la précédente majorité. Vous estimez que, et d'ailleurs c'est vrai, la droite a par exemple tout à l'heure voté à l'unanimité les crédits de la sécurité en début d'après-midi? Tout à fait. Merci beaucoup à Brigitte Gontier-Morin d'avoir répondu à nos questions. Merci Tam. On revient à présent à ce principal titre de l'actualité avec l'ouverture de la COP 21, le sommet du Bourget qui apparaît donc comme le sommet de la dernière chance pour trouver un accord contraignant pour sauver la planète. Cécile Sixou. Deux hôtes, François Hollande et Ban Ki-moon, et un balai de voitures officielles. Barack Obama, Angela Merkel, Xi Jinping. Jamais la France n'avait accueilli autant de dirigeants internationaux. 150 chefs d'État et de gouvernement réunis au Bourget pour donner le top départ de la COP 21. Après l'hommage aux victimes des attentats, des prises de parole millimétrées, 3 minutes chacun, avec un objectif, trouver un accord sur le climat. Dans 11 petits jours, nous devons parvenir à un accord climatique universel et ambitieux. Et il devra faire en sorte qu'à l'horizon 2100, la température du fait des émissions de gaz à effet de serre ne s'élève pas de plus de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100, voilà l'objectif des négociations. Une opportunité historique pour le secrétaire général de l'ONU. Un élan politique comme celui-ci pourrait ne jamais se renouveler. Vous avez entre vos mains le pouvoir d'assurer le bien-être de cette génération et des générations à venir. Échaudés par l'échec de Copenhague en 2009, les climatologues ont tiré la sonnette d'alarme. La COP 21 est le dernier arrêt avant le désastre et c'est bien le caractère contraignant de l'accord qui va se jouer à Paris. En coulisses, le marathon des négociations a commencé pour les 195 pays présents. Délégués, journalistes et observateurs, au total 40 000 personnes sont attendues dans les travées du parc des expositions. Comment relever le défi du climat après l'échec de Copenhague? Comment réaffirmer la priorité de l'environnement après le traumatisme des attentats? On en parle avec nos invités dans ce second débat. Denis Baupin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, député de Paris, Europe Écologie Les Verts. Vous êtes également vice-président de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. J'accueille également Jérôme Bignon. Bonsoir, sénateur Les Républicains de la Somme. Vous êtes membre au Sénat de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci d'être avec nous. Et Jean-Louis Etienne, bonsoir, médecin et explorateur. On a vu tous ces appels aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, à sauver la planète. Qu'avez-vous retenu de ces discours aujourd'hui? Je vais retenir de ce qui vient d'être dit à l'instant, où le président Hollande a parlé d'un accord contraignant. Et il a bien insisté, il est dans son rôle en fait. Il est dans son rôle de parler d'accord contraignant. Et le président de la COP a parlé d'un accord ambitieux. Dans les deux cas, on attend un accord, effectivement, et entre les deux, il y a l'espace pour la discussion. Un accord ambitieux, c'est un accord qui serait contraignant, Jérôme Bignon, selon vous, puisque c'est tout l'enjeu. Ambitieux, ça peut comprendre la contrainte, parce qu'on peut avoir l'ambition de rendre contraignant, c'est-à-dire obligatoire, avec possibilité de vérifier, ce qui n'exclut pas la possibilité de réviser. Donc le mot ambitieux comprend tout ça. Ce qu'on veut dire, c'est probablement dans le terme ambitieux, c'est qu'il faut vraiment qu'on vise haut. Parce que sans ça, on va être obligé d'y revenir et que d'y revenir, ça va coûter beaucoup plus cher pour beaucoup de gens. Ouais. Denis Baupin, à partir de quand on pourra dire finalement que c'est une réussite, cette COP 21? Où placez-vous le curseur?
Écoutez, déjà, on a beaucoup de choses qui ont été améliorées par rapport, vous faisiez référence dans le reportage à Copenhague, beaucoup de choses qui ont changé depuis Copenhague. D'abord, on ne part pas du tout de la même situation. À Copenhague, on avait un processus qui venait d'en haut, où on essayait de se répartir des quotas d'émissions entre les pays, et ça ne va pas marcher jusque-là. Là, on part d'une autre hypothèse, c'est-à-dire qu'on a demandé à tous les États de fournir leur propre feuille de route et leurs propres engagements. Et contrairement à ce qu'on pouvait craindre, il y en a énormément qui ont, quasiment tous les pays ont rendu leur copie. Et donc, on a aujourd'hui d'ores et déjà, en magasin, en quelque sorte, tous ces engagements qui sont pris. Et donc, le processus aujourd'hui, c'est d'évaluer ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a fait la moitié du chemin. On est passé de quelque chose qui risquait de nous amener à 5-6 degrés à quelque chose qui nous rapproche de 3 degrés. Or, il ne faut pas aller au-delà de 2 degrés si on veut rester en deçà d'un seuil que les scientifiques estiment comme totalement incontrôlable au-delà. Donc, il reste une partie du chemin à faire. Et donc, ça va être tout ce dispositif de contraignant, justement, dont on parlait à l'instant, qui est qu'on mette en place un mécanisme qui fait que, année après année, on puisse réviser à la hausse les efforts et à la baisse, évidemment, la température maximum. Et donc, c'est ce dispositif-là sur lequel compte beaucoup le président de la COP, Laurent Fabius, et le président de la République, qui ont travaillé depuis des mois et des mois pour faire un consensus autour de ça, parce que c'est ça qui peut nous permettre, au fur et à mesure, de modifier la courbe pour rester en deçà des 2 degrés. Ouais. Jean-Louis Etienne, on vient d'entendre Denis Baupin parler d'un seuil finalement de réchauffement climatique à ne pas dépasser, sinon ça deviendrait incontrôlable. On a entendu le président des États-Unis, Barack Obama, aussi dire que finalement c'est un peu la dernière génération qui avait les cartes en main pour remédier à ce réchauffement climatique. Oui, parce qu'il faut comprendre que le processus climatique est à une énorme inertie. Les premières dérégulations datent d'un siècle. Et donc, on dit aujourd'hui qu'il faudrait ne pas réchauffer de 1 degré. Mais rendez-vous compte que la température moyenne de la planète s'est réchauffée de 0,8 degrés en un siècle. Et là, on est à l'aube des premiers dérèglements, toutes ces inondations, cette fréquence des cyclones et leur intensité, surtout la sécheresse qui s'étend. Ce sont les premières complications de cette fièvre chronique de la Terre. Et 1 degré de plus, c'est une très grosse fièvre. Donc, la marge, si vous voulez, entre la situation où nous sommes aujourd'hui et 1 degré de plus, on a tendance à dire 1 degré comme si c'était... Et c'est énorme, 1 degré à l'échelle de la planète. Et donc cette énorme inertie de la machine climatique nous impose d'agir aujourd'hui pour une action dont on verra le bénéfice dans un demi-siècle. Ouais, c'est compliqué d'investir pour à la fois les responsables politiques, investir aujourd'hui, dépenser de l'argent, demander des efforts, des changements de comportement radicaux. C'est compliqué parce que les effets, probablement nous, en tout cas, on ne les verra pas, et y compris les hommes politiques jeunes, les verront pas non plus. Donc on est dans un système où on agit à l'instant pour un effet pour nos enfants et probablement encore plus intéressant pour nos petits-enfants. Pourtant, Denis Baupin, cette prise de conscience, elle est là maintenant. On en a oui, dans les discours, je voudrais être un petit peu plus optimiste sur le fait qu'on verra certains des bénéfices, non pas forcément les bénéfices climatiques, mais les bénéfices économiques. Oui, parce que, de fait, les solutions, aujourd'hui, c'est ça qui change aussi dans la période, c'est que les solutions sont de moins en moins coûteuses et de plus en plus créatrices d'emplois. Et ce qu'on voit avec notamment la baisse du coût des énergies renouvelables, le solaire et l'éolien notamment, aujourd'hui, qui rivalisent en termes de coûts avec le charbon dans un certain nombre de pays. Et donc, on a des pays comme l'Inde, par exemple. Il y a eu ce soir le lancement par le président de la République française, mais aussi le Premier ministre indien, d'un grand consortium de pays en faveur du développement de l'énergie solaire à travers le monde, pour les pays riches en solaire. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et donc, évidemment, on pense évidemment aux pays du sud de la planète, qui sont justement ceux qui ont le plus besoin, à la fois de ressources en matière de développement, et en même temps, qui ont le plus besoin d'une énergie décentralisée, parce qu'ils n'ont pas forcément des réseaux électriques, comme on peut en connaître dans les pays du Nord. Et donc, on a aujourd'hui une véritable opportunité. Donc, c'est pas facile à faire passer comme message, puisqu'on sait que certains responsables, notamment le président chinois, qui mettait en garde contre un affaiblissement de la croissance au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Et justement, c'est un élément de croissance. C'est-à-dire que du point de vue économique, aujourd'hui, ces réponses-là sont des éléments qui peuvent relancer la machine économique et à travers le monde. Parce que c'est vraiment, en plus, l'énergie solaire, vraiment, on en a partout. Évidemment, il y a des pays qui sont plus disposés que d'autres, mais c'est une énergie qui peut trouver très rapidement son équilibre un peu partout dans le monde. Jean-Louis Etienne, on sait que certains pays vont avoir un rôle déterminant cette semaine. On a parlé de l'Inde, il y a bien entendu la Chine, mais aussi les États-Unis, cette grande puissance finalement qui émet énormément de gaz à effet de serre. Alors quel peut être le rôle des États-Unis
États-Unis cette semaine. Alors, c'est une grande puissance qui émet, effectivement, c'est le deuxième émetteur. Et alors, donc, on montre toujours les États-Unis comme le mauvais élève, exactement comme la Chine. Il faut quand même voir qu'aux États-Unis, il y a des mouvements qui sont enclenchés quand même, des choses. J'ai habité en Californie, on voit combien la population a pris conscience de ces problèmes-là. Juste un exemple, au zoo à San Diego, qui est un énorme parking, les voitures hybrides ont une place réservée proche de l'entrée. C'est une multitude de petites choses comme ça qui se passent dans ce pays, les États-Unis, mais il est évident que le président Obama n'a pas le Congrès avec lui. Mais je pense que même s'il avait le Congrès avec lui, les États-Unis restent un État qui veut diriger par lui-même. C'est un État qui n'a jamais signé aucun contrat. Le seul contrat onusien que je connaisse qu'ils ont signé... C'est Kyoto, mais ils ont non, ils ne l'ont pas ratifié. Ils l'ont pas ratifié. C'est le traité de l'Antarctique. Les traités de l'Antarctique, c'est vrai. Et à un moment donné, il y a eu une discussion, c'était qu'est-ce qu'on allait faire avec les richesses de l'Antarctique 59. Qui menaçaient la reconduction. Donc on voit bien que ces pays n'aiment pas qu'on leur dicte de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, mais ils ne supportent pas l'idée de... Il faut plus miser sur le fait qu'ils ont un intérêt propre à agir, parce que la déstabilisation dans leur propre pays, comme en Chine, va être plus forte s'ils n'agissent pas que s'ils agissent. Oui, et puis il y a un intérêt économique, comme vous le disiez, qui à un moment donné va faire la bascule. C'est quand les entreprises vont s'apercevoir que une économie carbonée, c'est une catastrophe, que les actionnaires n'en veulent plus, etc., etc. Il y a une espèce de dynamique positive qui se met en route. On est probablement à l'effet de bascule en ce moment. J'ai présidé tout à l'heure un colloque sur la finance verte, justement, avec plein d'acteurs de la finance. C'est en train de basculer. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes une banque, si on vous propose d'investir dans une mine de charbon, que vous savez qu'à 30 ou 40 ans d'exploitation pour rentabiliser, et que vous savez qu'avec la contrainte climatique, à un moment ou un autre, on va vous dire stop. C'est très risqué d'investir. Et donc aujourd'hui, il y a un mouvement de bascule qui est en train de se faire, de désinvestissement des énergies fossiles vers les énergies d'avenir, parce que c'est intéressant pour les fonds de pension, c'est intéressant pour tous les investisseurs qui ont des retours à long terme. Et donc ce basculement va permettre d'apporter les capitaux dont on a besoin justement pour le développement vert. Ouais. Un des points importants dans l'accord, c'est que si les pays s'engageaient à cesser de subventionner les énergies fossiles, au moins progressivement, peut-être pas le faire brutalement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre qui se crée, mais on donne, je crois, 600 milliards par an de dollars aux énergies fossiles de subventions pour aider leur extraction, des aides à l'investissement, des aides fiscales, etc. La consommation, il faut que cet effet-là, plus l'effet économique, les deux vont enclencher quelque chose de positif. Et comment on fait alors pour faire évoluer justement certains pays comme l'Inde ou la Chine, Jean Mignon ? L'Inde, c'est Denis Baupin qui le disait à l'instant, ils sont en train d'évoluer puisqu'ils ont des problèmes qui sont considérables, c'est qu'ils n'ont pas d'autre énergie que du charbon pour l'instant. Donc il faut qu'ils arrivent par les énergies renouvelables et effectivement le soleil. Donc quand on dit qu'il faut aider les pays à assumer leur transition énergétique, les pays émergents ou les pays en développement, c'est précisément leur apporter la technologie. C'est une technologie spécifique, c'est aussi une technologie numérique. Ce sont des gens très très forts en informatique. La transition énergétique va être encore plus fulgurante si elle est aidée par les nouvelles technologies. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu qui est capital et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Moi, je le sens comme ça. On entend quelques patrons visionnaires qui ont... Le basculement peut être rapide, je pense. Denis Baupin. Et en ce qui concerne les nations les plus vulnérables, puisqu'on voit déjà des lignes de fracture entre le nord et le sud qui se créent. Ça, c'est l'autre aspect, c'est que nous savons tous que le dérèglement climatique, il a commencé. Et que même si on agissait extrêmement rapidement, il y aura des conséquences pour un certain nombre de pays. Et les plus vulnérables, c'est les pays du Sud. 89% des 600 000 morts depuis 20 ans dans les catastrophes climatiques sont dans les pays du Sud, dans les pays les plus pauvres. Et donc, c'est ces pays-là, et on a besoin de mécanismes d'adaptation au dérèglement climatique. C'est l'autre volet. Il y a ce qu'on appelle la réduction des émissions, et puis il y a l'adaptation. Et donc là-dessus, il y a besoin de financements importants pour les aider à protéger leurs habitations, à protéger leur culture, etc., etc. Et donc ça, c'est les 100 milliards de dollars par an sur lesquels les pays riches, évidemment, se sont engagés lors des précédentes conférences. C'est une somme plancher entre les besoins réels. Certains estiment qu'il y a un fossé, en fait, Denis Baupin. Oui, on n'est pas pour l'instant, on n'y a pas encore arrivé. C'est un des enjeux de la semaine. C'est que Barack Obama a annoncé tout à l'heure que les États-Unis allaient apporter un financement complémentaire et il faut qu'il ne soit évidemment pas le seul, que d'autres États soient amenés à le faire. Je pense que c'est un des éléments qui peut progresser dans la discussion de la semaine, des 2 semaines, parce que justement, une fois que certains donnent un signal, les autres sont obligés de changer. Et si vous revenez aux 600 milliards que j'évoquais tout à l'heure de subventions aux énergies fossiles, on en basculerait simplement 15% vers l'aide, vers le fonds vert et le tour est joué, si j'ose dire. Donc c'est vraiment... L'argent est là.
Le problème, c'est son utilisation qui est pas bonne actuellement. Jean-Louis Etienne, que faut-il penser aussi de la revendication des États insulaires qui sont menacés directement par la montée des eaux? Eux, ils exigent bien que la ligne jaune soit fixée à 1,5 degré et non 2 degrés de réchauffement. Oui, il va falloir être très efficace pour arriver à 1,5. Ils ont raison de le fixer parce qu'ils vont avoir les pieds dans l'eau, c'est une évidence. Mais c'est l'enjeu principal. Je pense que les pays qui sont là en développement, ils veulent partir avec un chèque. Donc je pense que l'ensemble des pays qui ont les moyens vont se mobiliser. Il y a des paradoxes comme la Chine, par exemple, qui ne veut pas abonder sur ce fonds, mais qui veulent bien prendre à leur compte des dispositions. On voit bien l'aspect commercial. Si vous voulez, je te construis une digue. Si tu me prends, il y a des choses comme ça qui se passent. Tu me donnes du blé. Si tu me donnes du blé. Les États-Unis, il y a un paradoxe aussi, effectivement, qui n'ont pas d'idée de signature d'accord global. Ils veulent que les choses gardent en main. Et on voit, j'ai lu avant de venir, qu'il y en a un investissement de 20 milliards de Bill Gates qui a réuni ses potes. Ses potes qui ont du blé et qui vont investir 20 milliards par an sur la recherche. Donc il y a des choses qui se passent, c'est ce que disait Denis tout à l'heure, Denis Baupin, effectivement on voit qu'il y a les assureurs par exemple, et les assureurs ont fait une courbe, le sinistre et le CO2. On a l'impression que les deux courbes sont en parallèle et eux ont besoin effectivement... C'est leur intérêt. C'est leur intérêt d'investir sur d'autres ressources que le charbon. Ouais. On va continuer ce débat, mais je vous propose de réécouter les principales déclarations des dirigeants politiques réunis aujourd'hui au Bourget. Je vous le dis franchement, les bons sentiments, par exemple, des travaux de recherche en matière d'énergie propre. Nous doublerons les investissements d'ores et déjà consentis à cet effet et nous aiderons les pays les plus pauvres à veiller à promouvoir un développement durable en leur accordant les lignes budgétaires nécessaires. La Fédération de Russie a pris des mesures actives pour faire face aux problèmes du réchauffement planétaire. Notre pays figure parmi les premiers au monde à avoir réduit la consommation d'énergie de son économie, et ce au cours de ces dernières années. Mon pays a besoin d'aide. À l'instar de n'importe quel autre pays, nous ne pouvons pas et nous n'accepterons pas un accord qui renie notre souveraineté. Et aujourd'hui, j'ai reçu une requête, une pétition de 3,6 millions de personnes de par le monde qui se tiennent à nos côtés à cette fin. Comment ça va se passer maintenant, Denis Baupin, toute la semaine? Comment vont se dérouler les négociations entre les États? On sait qu'il y a ces chefs d'État, mais il y a aussi 4000 personnes réunies au Bourget pour négocier cette Oui, donc il va y avoir dans des salles qui sont plutôt fermées, où les négociateurs vont négocier les morceaux de texte, etc., pour arriver à ce qu'on arrive avec un projet de texte dans lequel il y a pas mal d'éléments qui sont entrecrochés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas encore l'objet de consensus avec des versions différentes. Et donc, toute la première semaine, c'est les négociateurs techniques, en quelque sorte, qui vont devoir essayer de réduire progressivement les écarts d'opposition entre les uns et les autres. Et donc ça, c'est des compromis. C'est-à-dire, je te lâche ceci, tu me lâches ça, etc. Avec la volonté d'essayer d'aboutir en ayant chacun ses propres lignes jaunes. Et puis on passera à la deuxième semaine qui est celle des ministres. Donc entre les deux, donc il y a une transmission quelque part d'un document le plus abouti possible pour que les ministres puissent conclure la négociation dans ce qui restera de vraiment politique d'arbitrage sur la deuxième semaine pour qu'à la fin de la COP, on l'espère, il puisse y avoir un texte qui soit unanimement approuvé. Parce qu'en plus, il doit être unanimement approuvé. Ouais. Jean Bignon, on sait aussi qu'on avait parlé peut-être d'un traité, d'un protocole qui pourrait être signé par les États et après qui pourrait être ratifié par le Parlement. Alors ça, est-ce que c'est une option qui vous semble... C'est la règle juridique dans notre pays. En tout cas, quand il y a un traité, il doit être ratifié pour avoir sa force obligatoire, c'est-à-dire que les parlementaires... Mais on peut trouver... Enfin, les juristes et les diplomates sont suffisamment malins pour trouver des façons d'aboutir à quelque chose où tout le monde y trouve son compte, parce que c'est sûr que si on dit c'est un accord contraignant, mais que le président Obama peut pas le faire ratifier par le Congrès, ça n'a pas d'intérêt. Donc on peut avoir aussi des parties de texte. Mais vous qui êtes parlementaire, ça c'est une bonne chose que ça soit ratifié par les parlements nationaux après. C'est la règle, c'est même indispensable pour que c'est force de loi. Ce serait mieux que ça puisse l'être, mais là, le principe de réalité vaut que
pour des pays comme les États-Unis ou probablement pour la Chine, comme le disait Jean-Louis Etienne il y a quelques instants, c'est des pays qui ne vont pas accepter une contrainte extérieure. Ni de contrôle, très difficile. Donc il faut trouver un équilibre entre, nous on a déjà une loi, la loi de transition énergétique, quelque part qui fixe déjà un certain nombre d'objectifs, on va voir s'il faut la renforcer éventuellement suite à la COP par quelque chose. Donc plus on avance dans un processus législatif, mieux c'est pour que ça soit contraignant dans la durée. Mais si c'est contraignant venu de l'extérieur, c'est plus compliqué pour certains pays. Mais il y a des accords comme les accords sur l'atome, sur l'énergie atomique, où il y a des systèmes de contraintes avec des experts. On l'a vu avec l'Iran. Une des difficultés de la politique des relations avec l'Iran ces dernières années, c'était précisément leur refus de contrôler leur construction. Donc ça veut dire que la communauté internationale, quand il s'agit de la survie de l'humanité, peut arriver à rentrer dans les pays et à faire accepter l'idée qu'on vienne regarder ce qui se passe. Actuellement, c'est pas mûr encore, mais il est probable qu'avec le temps, on va y arriver. Rien que le fait qu'on ait des clauses de revoyure, comme on dit, c'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, on dit, voilà, je m'étais engagé sur X, là, je suis à X+, est-ce que c'est vrai? Il y a des experts qui vont venir. Les Chinois l'ont montré d'ailleurs pendant la clause d'avant. Ils avaient fait une déclaration, puis on s'est aperçu qu'elle n'était pas tout à fait exacte. Ils l'ont corrigée. Donc on voit bien qu'il y a un effort de sincérité qui est en train de se mettre en place. Il peut plus y avoir de passagers clandestins. Quand ils sont à 195 maintenant, les gros, on les repère, on a des moyens satellitaires, il y a des tas de façons. Mais bon, il n'empêche que c'est très compliqué, parce que c'est un abandon de souveraineté. Et il y a des pays qui sont très sourciliers. Il y a un nouveau point très fort. Effectivement. Il y a un nouveau point fort pour la Chine, c'est que la population aujourd'hui manifeste. Donc, et le gouvernement chinois ne peut plus faire abstraction de la situation à l'intérieur du pays, où vraiment il y a une asphyxie totale, quoi. Ça, c'est un élément de basculement très important. La classe moyenne chinoise ne supporte pas la pollution, est un élément très important pour avoir fait basculer quasiment la planète. Avec l'aide des technologies, ils ont tous des applis sur leur téléphone portable, ils savent l'indice de pollution. Les Américains, très intelligemment, ont mis des instruments de mesure dans chaque grande ville chinoise. Et aujourd'hui, le type se lève le matin, il voit l'indice de pollution de sa ville. Donc, il y a une espèce d'opinion publique qui s'est mise en place sur ce sujet-là, qui a fait bouger et qui ne manifeste pas dans la rue. Elle met un masque ou elle ne sort pas. Et ça suffit. Mais je vous ai vu sourire aussi quand on a diffusé la déclaration de Vladimir Poutine. Il y a un manque de sincérité chez certains dirigeants, Denis Baupin. Non, mais c'est-à-dire qu'ils vantent les mérites de la Russie pour en fait une désindustrialisation qui s'est opérée au moment de la fin de l'Union soviétique. Donc quelque part, c'est de bonne guerre, si on peut dire, de la part de Poutine de dire voilà, vous voyez tous les efforts qu'on a faits. En fait, ils n'ont pas été faits pour des raisons écologiques, il faut être très clair. Ouais. Jean-Louis Etienne, sur la Russie aussi, qui aura un rôle déterminant cette semaine. Donc ils mettent en avant effectivement leur immense forêt. La forêt boréale qui est immense, effectivement, qui est un puits de carbone important. Et cette forêt, au-delà d'une certaine latitude, elle commence à être touchée parce que ces arbres... Oui, le permafrost, donc le sol qui est gelé en permanence dans le Grand Nord sibérien, si vous voulez, la forêt boréale, elle pousse là-dessus. Et donc le sol, c'est une sorte de béton gelé, si vous voulez. Les arbres ne sont pas enracinés profondément. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec des mouvements, des grandes tempêtes, ils ne sont pas épargnés non plus par les tempêtes. Et vous avez ces arbres fantômes qui se couchent comme ça. Et donc cette forêt boréale, qui était un puits de carbone extrêmement important, est en train de se toucher aussi par des incendies. On se rend compte de la multiplication des incendies avec le méthane qui brûle sous la... Et dessous, effectivement, le méthane qui est prisonnier de ce permafrost qui est en décomposition aujourd'hui par la fonte émet une grande quantité de CH4. Donc si on faisait l'étude du CH4 aujourd'hui émis par le permafrost qui est en train de fondre, enfin il y est pour rien. Ça c'est la cause générale. C'est même la conséquence. Ouais. Jérôme Bignon, on sait aussi que cette COP21 se déroule dans un contexte particulier avec les attentats du 13 novembre. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on a entendu François Hollande qui dire je n'oppose pas à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que ces attentats peuvent peser aussi dans les négociations ce soir ? C'est peut-être le moment de se dire que, quelque part, le réchauffement climatique, alors il y a des gens qui discutent énormément. Moi, quand on regarde la situation du lac Tchad, ou qu'on regarde la situation des sécheresses en Syrie ces 5 ou 6 dernières années, on a du mal à penser que, quelque part, entre l'exacerbation d'un certain nombre de populations privées
de capacité à se nourrir, obligés d'émigrer, de bouger, d'aller remplir les villes, etc. Les guerres de religion autour du lac Tchad et l'émergence de Boko Haram n'est pas très loin des problèmes posés par la sécheresse du lac Tchad qui a diminué de 80% sa surface et qui pose des problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs sédentaires. Donc il y a des problèmes, tout ça est un peu lié, c'est pas complètement... Voilà. Non, mais c'est clair. Ouais. C'est clair. Denis Baupin, Par c'est vrai hasard, si les think tanks de l'armée américaine, par exemple, aujourd'hui considèrent que le principal risque, c'est le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'il y a donc un intérêt objectif, y compris de la part des États-Unis, pour ne pas avoir de déstabilisation internationale, à lutter contre le dérèglement climatique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il peut y avoir des intérêts qui ne sont pas forcément liés à un accord contraignant, mais simplement le fait de regarder qu'aujourd'hui, évidemment, l'élément de déstabilisation qui va être le plus important dans les décennies à venir, ça va être le dérèglement climatique. Donc, des risques d'attentats, etc. Ouais. On a vu conclure. Netanyahou et Mahmoud Abbas se serrer la main. Donc ça, c'est quand même des signes que l'on voit à la télévision. Ça s'est vu à la télévision mondiale. Ce qu'on attend de cette COP21, on sait tous que la société civile est en route, quoi. Les territoires, chacun d'entre nous, dans nos vies, etc. Et donc, même si on n'arrive pas à un accord contraignant, l'accord parfait, ça serait important quand même qu'il y ait un sourire qui émerge, quoi, de dire... Les gars, on sait ce qui va se passer si on fait rien. Le mot de la fin, cette note d'optimisme. Oui, on a besoin de ça pour encourager tout le monde. Ouais. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition de Sénat 360. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire, c'est à 22h avec Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.